21h et quelques poussières de secondes à Yaoundé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir immense de vous retrouver pour une autre saga panafricaine. C'est Ourou Africa qui prend ses quartiers sur Info TV. 1h30 d'échanges, d'entretiens, mais surtout d'analyse sur la grosse actualité du jour au Cameroun. On évoque cette proclamation de résultats par le Conseil constitutionnel. Le président Paul Biya est donc réélu pour un 8e mandat. 53%, c'est le chiffre justement dont a fait écho le Conseil constitutionnel, les chiffres que les électeurs camerounais lui ont donnés. Ensemble, on va essayer de revenir sur ce processus qui amène à ce résultat d'aujourd'hui. On reviendra aussi sur les principaux enseignements de cette élection de Paul Biya. Qu'est-ce qu'on retient? De quoi il sera question? Puisqu'on va aussi revenir en sortie sur les chantiers prioritaires qui vont interpeller le nouveau président de l'État du Cameroun. Une fois que je l'ai dit, sans transition, je ne la prendrai pas ce soir. Je vais tout de suite présenter ceux qui vont nous accompagner ce soir. Je vais commencer par ma droite lointaine avec un économiste, le docteur Julien Ongene est parmi nous. Bonsoir docteur. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir à vos millions de téléspectateurs au Cameroun et de par le monde. Toujours honoré d'être des vôtres pour éclairer la lanterne de vos téléspectateurs pour une thématique aussi sensible que l'élection présidentielle. Merci docteur, je vous retiens un moment. On sait que vous êtes assez prolixe en termes de contribution scientifique. Alors, un nouveau bébé en présentation ou en gestation? Tout à fait, c'est ce que nous passons au quotidien à faire. Vous savez, chacun a sa manière de contribuer au développement d'un pays. Et donc, c'est un nouvel ouvrage qui est paru il y a quelques mois. La cérémonie dédicace aura lieu d'un moment à l'autre. Nous serons certainement informés pour qu'Info TV puisse couvrir l'événement. Il faut dire que vous avez une histoire particulière avec Info TV. Oui, je dois quand même dire, je dois toujours remercier Info TV quand j'y suis parce que c'est la chaîne qui m'a fait découvrir au monde en 2016 et puis j'ai été sollicité par bien d'autres chaînes, la CIA TV, Africa 24, Vision 4, Dash TV et j'en passe et puis la presse écrite et autres. Je continuerai toujours à remercier Info TV, même si je suis à Singapour, à n'importe quel endroit du monde, si on ne peut pas être présent, je vais toujours intervenir même par téléphone. Et donc, pour parler de l'ouvrage, il va sortir. En réalité, c'est un ouvrage bilan qui analyse... Bilan de qui? Du régime en place, qui analyse l'économie camerounaise depuis 2008 jusqu'à ce jour, en réalité. Et c'est pourquoi nous l'avons intitulé « Le modèle d'émergence économique du Cameroun, analyse rétrospective et prospective par la théorie des rhinocéros blancs. » Des rhinocéros blancs, il y en a, on va peut-être dire un mot pendant l'émission. Il faut véritablement que le nouveau régime qui a gagné les élections aujourd'hui s'appuie quand même sur cet ouvrage parce qu'à mon sens, il est vraiment intéressant. On n'a pas fait dans la langue de bois. Merci, docteur Julien Ongene. Je m'avais dit bonsoir à madame Stéphanie Elanga Mwankono. Elle est parmi nous ce soir. Elle est consultante en stratégie politique. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à tes très nombreux téléspectateurs. Vous allez bien? Ça va très bien, ça va très bien. Aujourd'hui, c'était la clôture de plusieurs semaines palpitantes de l'élection présidentielle sans véritable surprise vers la fin, mais ça va. Alors, il y a un moment où vous nous avez révélé que vous étiez du côté du Congo-Brazzaville pour justement être au cœur du processus. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Alors, j'ai vu un processus qui s'est déroulé plus ou moins bien, on va dire ça comme ça, là, mais avec quelques échauffourées vers la fin, notamment lors de... Même là-bas aussi? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, l'élection présidentielle au Cameroun, c'est quelque chose d'assez palpitant. Dernièrement, je le révélais, mais je disais, s'il y avait chaque année l'élection présidentielle au Cameroun, les Camerounais, comment dirais-je, les Camerounais s'intéresseraient beaucoup plus à la politique et s'éduqueraient plus vite. Oui. Ce qui serait une excellente chose. Donc, pour revenir du côté du Congo-Brazza, c'est vers la fin qu'il y a eu quelques échauffourées parce que voilà, il y avait des tensions, notamment lors du dépouillement qui s'est fait juste avec 3 électeurs dans chaque point, parce qu'il y avait un point A, il y avait un point B. Donc l'ambassadeur il est descendu, il a dit non. Il ne prend pas tous les électeurs, il prend juste 3 de chaque point pour venir surveiller le déploiement des votes. Merci Stéphanie. Je vais dire bonsoir à un aîné dans le métier qui s'appelle aussi Elanga. Pierre Lebon, c'est son prénom. Lorsque je l'ai fait, je me tourner vers justement un autre titulaire de Ouro Africa, Dr Jean de Dieu Evuna. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Barga, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je suis très heureux d'être là, mais la société civile que nous représentons ici s'incline devant la mémoire de ceux qui sont tombés pendant les marches et nous voulons comme ça adresser à différentes familles nos condoléances et que solliciter à ce qu'il y ait une enquête qui puisse éclairer, nous donner les raisons pour lesquelles les Camerounais sont tombés pendant ces marches-là. C'est ce que nous voulons en tant que société civile. Merci Jean de Dieu Evuna, un autre titulaire de Ouro Africa, Dr Soba, journaliste, directeur de publication, juriste, chercheur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, merci pour le chapelet de qualificatifs que vous avez décidé de dévoiler aux téléspectateurs aujourd'hui. Mon bonheur est heureux une nouvelle fois d'avoir été convié à cette agape intellectuelle vespérale qui permet à l'Afrique d'avoir le pouls de ce qui se passe au Cameroun et qui permet au Cameroun d'avoir le pouls de ce qui se passe en Afrique. Je salue la présence d'une dame dans cette arène, non pas de loup, mais dans cette arène de testostérone. Certainement, elle va apporter la douceur qui permettrait à d'autres dames comme elle, remplies d'intelligence, de venir participer à ces échanges qui honorent la vitrine Info TV. C'est une manière pour moi de faire un coucou au top management de cette chaîne. Merci Timothée. Je termine avec le doyen François Bikoro qui lui aussi est parmi nous. Doyen, bonsoir. Bonsoir. Vous arrivez tout ému? Oh, je suis tout joyeux. Très certainement, vous donnerez les raisons de cette joie qui semble vous animer. Je précise qu'aux encablures de 21h30, 21h40, on ira du côté de Paris avec Madame Véronique Leman-Fouda qui, justement, elle aussi, nous donnera un écho ou alors une sensation par rapport à l'actualité du jour qui a vu le président Paul Biya être reconduit pour 7 ans encore à la tête de l'État du Cameroun. Mais ce qui est de ce plateau, on va commencer avec vous, Timothée Somba, le journaliste. Je vais l'interroger. Élection de Paul Biya, enseignement, mais surtout chantier prioritaire. Alors, on va d'abord rester sur les enseignements. Qu'est-ce que vous retenez de ce processus, de ce parcours qui a connu son achèvement aujourd'hui avec cette victoire du candidat du RDPC? Bon, les enseignements que je retiens se résument en un seul mot. Le mot s'appelle mythe. Pourquoi? Les mythes ont été brisés. Le mythe du mauvais cours électoral a été brisé parce qu'on se rend bien compte que le cours électoral est bon, mais c'est sa non-maîtrise qui génère souvent des difficultés et des incompréhensions. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît l'article 113 du Code électoral, tout le monde connaît l'article 56 du Code électoral, et tout le monde se rend compte que le processus électoral au Cameroun est un processus qui n'est pas opaque, qui garantit une certaine transparence grâce à la participation des partis politiques à toutes les étapes de la chaîne. Le deuxième mythe qui a été brisé, selon moi, c'est le mythe de
l'hyper-emprise du maillage territorial. Le score nous renseigne à suffire que le RDPC qui est présent dans les 360 arrondissements et les 17 000 villages n'a pas gagné partout. Oui. Il n'y a pas eu le 100% partout. Le taux de participation, une fois encore, nous renseigne sur cette question de maillage territorial qui révèle qu'il ne suffit pas d'être implanté pour être compris, il ne suffit pas d'être implanté pour séduire, il ne suffit pas d'être implanté pour avoir l'adhésion des masses. Et maintenant, le mythe des fiefs aussi est un mythe qui a été brisé parce que des gens se sont retrouvés en train de perdre dans des endroits autrement ou alors naguère qualifiés de bastions imprenables. Le socle granitique. Le socle granitique. Donc, c'est un indicateur de ce que il ne faut jamais dormir sur ses lauriers et que la politique est comme cette rose qui a besoin d'être nourrie, qui a besoin d'être hydratée chaque jour. Un peu comme l'amour aussi a besoin d'être hydraté chaque jour, sinon on sombre dans le désamour. Donc ça, c'est les premiers enseignements que j'ai pu tirer de cette élection. Et j'ai aussi, peut-être pour sortir dans le cadre de ma première prise de parole, observé que le principal challenger du Macédoine RDPC a gagné partout où les gens revendiquaient sa victoire. Oui. Il a été victorieux au nord, où les échauffourées montent en gradation. Il a été victorieux dans la Damawa. Il a été victorieux dans le littoral. Il a été victorieux à l'ouest. Oui. Donc, et dans la diaspora. Il a donc ainsi réussi à rafler 4 régions sur 10. Si on considère la diaspora comme une région, il a réussi à avoir 5 régions sur 11. C'est une prouesse admirable qui démontre bien que le vote au Cameroun n'est pas toujours communautaire, n'est pas toujours communautarisé. On peut donc s'appuyer sur ces éléments pour réfléchir à un meilleur Cameroun au soir de la prestation de serment. Est-ce que je dois embrayer sur les chantiers principaux? Non, pas pour l'instant. Je pense que c'est pas encore le moment. On va aller de façon graduelle. J'aimerais donner la parole à la société civile sur ce plateau. Jean de Dieu Evouna, qu'est-ce que vous retenez ce soir alors que les lampions... Pardon Stéphane, pardon, j'avais oublié un mythe important, le mythe de l'impossibilité pour l'opposition de s'unir. On a vu que le candidat Issa Chiroma a réussi à fédérer plusieurs personnes autour de lui. C'est bien la preuve que l'idée de candidature unique ou consensuelle est possible. Tout dépend de l'opposition. Merci Timothée. Jean de Dieu Evouna, qu'est-ce que la société civile retient alors que je l'ai dit, les lampions de cette élection version octobre 2025 sont en train de s'éteindre? Premièrement, je l'ai toujours dit, nous sommes un État, mais une nation en construction. Je veux le dire encore ce soir, nous sommes une démocratie en construction. Et cette élection a bien pu nous prouver que notre démocratie, la démocratie à la camerounaise, est en train de se construire. C'est un construit qui évolue. Pourquoi? Parce que depuis pratiquement 3 décennies, nous n'avons plus jamais vu une élection aussi serrée, courue. C'est-à-dire depuis l'élection de 92, où nous avons eu une mobilisation de l'opposition derrière un candidat. Oui. Entre 92 et 2025, nous avons vu le parti au pouvoir qui gagnait avec des gros scores. Je voudrais d'abord dire que je peux qualifier cette victoire du RDPC comme une victoire à l'arraché, comme une victoire avec des douleurs d'enfantement, d'une femme qui enfante, comme une victoire qui devra faire réfléchir et apporter des modifications, des réformes à l'intérieur du parti, que si jamais ils ont cette dynamique interne de vouloir de tirer des leçons. Je note aussi que le grand gagnant de cette élection, c'est l'abstention. C'est-à-dire, nous avons là carrément 10% de la population qui ont voté, c'est-à-dire 30 millions de Camerounais, et 3 millions qui ont voté sur 8 millions inscrits sur la liste électorale. 4
4 Oui, millions. on est à 4 millions. 4 millions, donc je dirais plutôt environ 10% de la population qui ont voté. Et c'est le grand gagnant de cette élection, il faut le souligner. Et pour quelle raison, surtout dans la station, des gens qui sont inscrits, qui ont des cartes d'électeurs, mais qui refusent une fois le jour du scrutin d'aller faire leur devoir citoyen? Je dirais plutôt que, en fait, les gens, certaines personnes attendaient certains candidats, certainement, et qu'ils ont été déçus et ils se sont découragés. D'autres, certainement, parce que ils ne se sont pas sentis impliqués du fait, par exemple, il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de fake news et d'autres choses qui se sont dites autour de cette élection. Mais j'insiste là-dessus que le grand gagnant, c'est l'abstention. Et c'est malheureux pour notre démocratie. Pourquoi? Parce que cela prouve que le peuple, sur 30 millions, si on n'a qu'environ 10 à 11% de la population qui s'implique et qui va voter, nous devrions interroger ce construit de notre démocratie. Et je dirais plutôt que j'ai aussi constaté une certaine maturité, c'est-à-dire, comme le disait Timothée Tomba, au niveau de l'opposition, qui a prouvé qu'ils peuvent s'entendre. Il suffit un tout petit peu que chacun retire un peu de son... s'asseye un peu sur ses égos et son ego et se mettre ensemble pour fusionner. Mais ma vision serait plutôt que l'opposition, serait plutôt, je veux dire, ma prise de parole serait plutôt que l'opposition nous prouve que cette fois-ci, ils peuvent traduire c'est plus de 40%, 44% aux prochaines législatives pour qu'ils ne se plaignent plus que le RDPC a une, il dit souvent quoi? Majorité obèse. Majorité obèse. C'est là l'enjeu. L'enjeu, c'est que ce 44% soit traduit aux législatives et aux municipales pour que l'équilibre dont le peuple a besoin puisse jaillir et que la gouvernance... Vous nous amenez déjà très loin là, Jean de Dieu, et vous, pour l'instant, restons aux enseignements avant de nous projeter Madame Elanga Mwankono. Alors, vous avez observé le déploiement du jeu des acteurs. Y a-t-il des grands gagnants? Est-ce qu'il y a eu de l'innovation en termes de stratégie, en termes de communication, en termes de marketing? Peut-on dire que celui qui sort gagnant aujourd'hui, c'est parce que sa stratégie a été parfaitement bien huilée, que sa méthode a été comprise par la cible? Qu'est-ce que vous retenez justement de ce processus qui a conduit à l'élection du président Paul Biya? Alors vous savez, le RDPC, comme on le dit, c'est une machine. Mais quand on interroge les chiffres, 53,66, on se rend compte qu'il y a un certain essoufflement de la confiance placée à celui qui incarne le parti politique. Parce que si on étudie les pourcentages qu'il a eus lors des précédentes élections, oui, en dehors de celles de 92, il plafonnait toujours entre 70 et 90. De 2018 à 2025, il perd 17,6 points. Ça. Non, 17,6 points. Oui. 17,6 points. Moi, je parle en termes de points, pas en termes de points. Allez-y. 17,6 points. C'est là qu'on court véritablement à se dire que, ok, il y a qu'une partie de l'électorat qui continue, enfin, qui va dans la stabilité et qui lui fait confiance pour la continuité de son programme. Mais sinon, les pourcentages restants, ce n'est plus trop ça. Oui. Maintenant, quand on analyse maintenant les chiffres du principal candidat opposant. En 2018, on avait Maurice Kamto qui était à 14%, c'est ça? Et maintenant, Issa Tiroma qui est à 35,19%. C'est 21 points, je pense, si je ne me trompe pas dans mes calculs, de bons, qui traduit en effet la lassitude du peuple qui veut véritablement le changement. Et je ne suis pas d'accord avec les prises de parole de mes prédécesseurs en disant que c'est l'opposition qui s'est unie, parce que si c'était véritablement l'opposition qui était unie, on aurait déjà un seul candidat, oui, et non pas tous les... On a eu quand même des coalitions. On a vu je suis d'accord. Le président Bello qui a fédéré autour de lui à Teki Caxton et justement, l'opposition s'est fractionnée, oui, en différents groupes qui se sont mis ensemble pour des intérêts, on va dire ça comme ça là, parce que s'ils étaient indivisibles, forcément, la bataille ou bien les pourcentages seraient beaucoup plus serrés. Moi, j'estime que c'est la lassitude du peuple qui demande le changement qui s'est mis derrière un candidat qui a peu été dans le système. Oui. C'est comme ça que moi, j'interroge et que bon, qui a peu été dans le système, ça dépend, puisque le candidat Issa Tiroma
On ne va pas gicler du système, mais c'est 20 à 30 Il y a ans de quelques mois, vie il politique était. en tant que ministre. Mais quand vous êtes ministre, vous faites partie du système qui gouverne. Oui. Nous sommes d'accord. Donc, il était dans le système à quelques mois de l'élection présidentielle. Donc, si on va dans ce sens, l'opposition concrètement devrait véritablement travailler à avoir des stratégies plus novateurs et surtout à se mettre ensemble. Alors, je reste avec vous un instant. La société civile sur le plateau évoquait le taux d'abstention qui est, selon elle, cette société civile-là, le grand gagnant. Comment est-ce qu'on peut estimer et surtout justifier que des personnes qui clament vouloir le changement, une fois inscrites sur les listes électorales, détentrices de cartes d'électeurs, le jour du scrutin, n'aillent pas voter? Alors, vous savez, c'est ce que je disais, c'est la lassitude. Le fait de se dire que peu importe si on vote, rien ne va changer. Il y a également ce truc qui est ancré dans les cerveaux de nombreux Camerounais qui pensent que qu'ils aillent voter, qu'ils n'aillent pas voter, les dés sont pipés. Donc, automatiquement, dans les 8 millions qui sont inscrits, moins de la moitié, parce que le taux d'abstention, il est à 40 quelque chose de %, qui a décidé de ne pas aller voter. Oui. C'est cela. En fait, ce qui est important ici, là, ce n'est même pas le taux d'abstention, c'est le fait que nous sommes 30 millions de Camerounais et on va dire potentiellement 20 millions de Camerounais en âge de voter. Mais il n'y a que 8 qui sont inscrits et ça, c'est sans le toilettage des LECAM, tout à fait. Parce que si on fait le toilettage, c'est encore moins. Il faudrait interroger cette volonté des Camerounais à vouloir quelque chose, mais de ne pas faire le pas qu'il faut pour parvenir à ce changement. Merci Stéphanie. Alors, doyen Bikoro, je me tourne vers vous. J'aime à le dire. Vous, c'est quasiment plus de 50 élections couvertes à travers le monde. J'ai dit, vous semblez joyeux. L'activateur politique a justement des éléments pour justifier cette joie-là, ou alors c'est tout simplement le plaisir de voir que le Cameroun poursuit sa marche en avant? Non, d'abord, j'ai parcouru pratiquement tout le quartier de Yaoundé avant de venir ici. Je l'avais appelé. J'ai constaté qu'il y avait une certaine accalmie. Oui. Les bars qui étaient fermés le matin se sont rouverts. Les gens vont tranquillement à leurs occupations. On a habitué les Africains à faire en sorte que chaque fois qu'il y a une élection, qu'il y ait une résurgence d'un certain nombre d'irrédentismes. Mais pour être un peu plus cohérent, doyen, on a quand même eu l'impression que Yaoundé ressemblait à une ville fantôme toute la journée. Personne dans les rues, bars fermés, boutiques fermées, écoles quasi désertes. On a eu l'impression que c'était un jour férié, mais malheureusement, il n'y a pas de décret qui amène à un jour férié. Pourquoi cette psychose? Qui l'a créée? Dans quel objectif? Non, je vous ai dit qu'au moment où je venais ici, les bars qui étaient fermés le matin sont ouverts. Au moment où je venais ici, oui. Tout en face de vous, de votre télévision là, il y a un bar qui est ouvert, les gens boivent tranquillement leur bière. Parce que justement, on a appris aux Africains que l'élection présidentielle, les autres élections, c'est un moment de danger, d'insécurité, de guerre entre les camps. Et les gens se sont dit, il vaut mieux qu'on prenne un certain nombre de précautions, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, il faudrait que les uns et les autres rassurent que l'élection, qu'elle soit présidentielle ou pas, c'est d'abord un jeu. Oui. Et il paraît que nous voulons entrer dans la démocratie, avec des critères de convergence qui ne sont pas décrits par nous. Comment est-ce qu'on aime son pays, comment est-ce qu'on aime son chef de l'État, il paraît que c'est défini par d'autres. La preuve est que quand vous êtes habillé en costume, dans votre village, vous êtes un homme qui a accompli. Alors qu'en réalité, vous êtes un homme perdu. Mais vous êtes en costume? Je dis que quand vous êtes en costume, au village, on dit que vous avez réussi. Vous avez une grosse voiture, vous avez un certain nombre de choses. On dit que vous avez réussi. Mais en réalité, vous êtes un homme perdu parce que vous n'êtes pas en adéquation avec votre environnement précis. Alors, pour revenir justement au rendu du Conseil constitutionnel, on se rend compte que celui qui va présider aux destinées pendant les 7 prochaines années du Cameroun, le président Paul Biya, justement, il est sorti victorieux, il a une majorité, mais justement, cette majorité-là fond comme peau de chagrin. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Qu'au fil des années, on se rend compte que, justement, on va quasiment de 60, 70, on est à 53 et quelques poussières. Ça veut dire qu'il y a des affections, l'amour des Camerounais est parti, ou alors tout simplement, c'est qu'en face, on travaille et on est en train de combler les brèches. Il peut aussi arriver que les acteurs soient dans l'imposture et l'hypocrisie. Parce que vous allez remarquer que le motus operandi de 1992 est le même que celui de 2025.
C'est les mêmes acteurs. Si on enlève Adamou Namdua qui est décédé, paix à son âme, on enlève Nidjon Foudik, paix à son âme, c'est les mêmes personnages. C'est eux qu'il faut blâmer. Ils n'ont pas tiré les leçons de ce qui ne marche pas. La gouvernance camerounaise ne permet pas que l'on soit mieux assagi par rapport à ce qu'on appelle la démocratie. Oui. La démocratie, c'est le règne de la majorité. Mais vous avez des gens, lorsqu'un gouvernement sort, ils connaissent le nom de Bamleke, ils connaissent le nom de Betty, ils connaissent le nom de Zaoussa, ils connaissent le président de la République qui est en adéquation avec le peuple doit faire ce que la volonté veut. Alors, les gens se disent, est-ce que ça vaut la peine? Puisque pour juger le régime de M. Paul Biya, il faut juger le RDPC. Et le RDPC est entouré de gens comme Issa Chiroma Bakari, qui après 25 ans ont bien mangé. Et un matin, ils se disent qu'ils ne sont plus avec eux, ils demandent pardon. Le peuple se dit, mais qu'est-ce qu'on cherche finalement? Est-ce que vous savez que le geste de M. Issa Chiroma Bakari a pu faire en sorte que 4 millions de Camerounais n'allaient pas au vote? Comment ça? Expliquez-nous. Parce que justement, en 2008, il a estimé que le Cameroun a des problèmes, il faut qu'on soit tous ensemble. Et en 2025, le Cameroun a toujours les mêmes problèmes. Il faut qu'on soit ensemble. Et un matin, il dit, moi je suis plus avec eux, je demande pardon. Le peuple se dit, mais à l'époque où on pouvait faire le changement, vous avez dit qu'il vaut mieux sauver le Cameroun, nous sommes avec eux. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'en 2 ou 3 jours, et puis lui-même il explique que c'est parce qu'il ne voit pas le Koukouma. Koukouma, ça veut dire le chef, pour ceux qui nous suivent. Le président de la République. Donc il n'a pas de raison idéologique ou programmatique pour dire pourquoi il est devenu opposant. Maintenant, vous les journalistes, vous jouez le mauvais jeu. En réalité, c'est le MRC Basse qui a voté M. Issa Chiroma Bakari. Pourquoi vous voulez tourner autour du pot? Le MS n'était pas aux élections. Non, je vous dis MRC Basse. Je peux vous donner des noms. M. Abba Oyono, il était avec qui? À Paris. C'est pas bon. Vous n'aidez pas les Camerounais à s'intéresser à la chose politique. Parce que vous biaisez sur les actants politiques. Est-ce que ce sont les journalistes qui ont arrêté le professeur Abba Oyono? Non, je ne parle pas d'arrêter quelqu'un. M. Abba Oyono a été arrêté parce qu'il a demandé que les gens aillent casser. Ça, c'est autre chose. Et je vous ai dit que nous avons appris aux Africains que toute élection doit être un danger, une insécurité. Mais je vous dis le seul fait... le professeur Abba Oyono d'être soutien de Issa Chiroma Bakari. Non, je n'ai pas dit ça. Maintenant, vous devez savoir que le peuple qui vous regarde se dit, mais si les gens peuvent être ensemble à contre-courant, pourquoi on va se gêner? Pourquoi on va se gêner? On a le même nombre de personnes qui se déplacent pour aller aux urnes depuis 1992. Ça n'a pas changé. Monsieur Biya a le même nombre de voix qu'il a toujours eu. Ceux qui disent qu'ils sont opposants ont le même nombre de voix qu'ils ont toujours eu. Parce que même là où les gens gazouillent le plus, en Europe, mais je suis surpris qu'on a 10 millions quelque chose, et puis c'est 4 millions qui vont voter, et c'est 4 000. Il y a un problème. Vous avez fait les plateaux de télévision sur des choses qui n'ont rien à voir avec les Camerounais. Les mandats impératifs, les histoires à dormir debout. Les Camerounais ont répondu avec les 35% de M. Non, j'en viens. Est-ce que vous savez que le taux d'abstention est dû au RDPC? Parce que jusqu'à une date précise, les gens à qui on est habitué que pour aller au vote, vous leur donnez une carte nationale d'identité, vous payez son transport. Moi, j'étais dans un bureau de vote où il y avait 54 cartes d'électeurs qu'on est venu déposer là, les gens ne sont pas venus. Parce qu'on est habitué aux gens que l'élection, c'était un du sol à dormir debout, les gens s'arrangent après. Donc, ça ne vaut pas la peine qu'on revienne. Le seul fait qu'on ait dénaturé les institutions de la République, les gens se disent que le conseil électoral, ça ne sert pas à grand LECAM ne sert à grand chose, oui. Le conseil constitutionnel ne sert à grand chose, le policier ne sert à grand chose. C'est-à-dire que les Camerounais sont dit, ça ne sert à rien d'aller à l'élection si on ne trouve pas un intérêt immédiat. Il y a d'abord ça. Il y a le fait qu'on a habitué aux gens que les supports de communication, pour le cas du RDPC que je connais le mieux, oui. Les gens ont cru que les responsables d'animation du parti ont gardé par devers eux les supports de communication. Les t-shirts, les casquettes. On n'en a pas beaucoup vu. Justement, les gens ont cru donc qu'on a gardé ça. Ils ne savent pas que même nous pouvons être en conjoncture économique. Qui fait que pour une fois, on se dit qu'on a bien maturé l'action politicienne auprès des militants, auprès des citoyens, au fait qu'ils viennent voter un programme, ils viennent voter ils vous disent que non, on a vu des pailles, on a vu ceci, il vaut mieux que vous leur donnez avant qu'on y aille. Maintenant, on s'est battu depuis 1992. Vous chutez. Je ne suis pas là. Oui. Avant, bien sûr, le fameux concours pour Eteboulou. Parce que vous évitez aussi les bons dossiers. Quand vous regardez très bien comment les gens ont voté en dehors du RDPC, on a voté communautaire. On a voté communautaire.
Issa Chiroma Bakary Je vous dis qu'on a voté. Oui, j'en viens, je vous ai dit tout à l'heure. Vous ne voulez pas le reconnaître. Je vous ai dit que j'ai vu des gens du MRC faire campagne pour M. Issa Chiroma Bakary. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais le drame, c'est que le MRC a une histoire par rapport aux urgentismes primaires, que vous appelez tribalisme, je ne sais pas de quoi il s'agit, vous avez parlé du concours. Ça peut donc expliquer que des gens qui n'ont pas pu se mettre ensemble avant qu'on ait à l'élection décident de se mettre ensemble lorsqu'on ne peut plus rien changer. Il peut arriver qu'un militant dise « Moi, je ne suis pas d'accord ». Que quelqu'un qui me dit qu'il veut le voter, il me demande maintenant de voter une autre personne. On n'a pas eu le temps de bien lui expliquer que c'était normal que ça se fasse en démocratie. Les gens peuvent être restés chez eux pour ça. Maintenant, il y a d'autres actants. Même les CAM. Est-ce que vous savez que dans la ville de Douala, dans la ville de Kribi, les gens ont passé de 8h à 16h à chercher leur bureau de vote. Parce que les acteurs politiciens, 2 semaines avant, ont dit que Elekam a mis le bureau de vote là où on va truquer. Elekam a donc été obligé de changer les lieux habituels où les gens vont souvent voter. Les gens arrivent donc à 8h, on dit bon, les acteurs politiques ont dit que ce n'est plus dans les chefferies, ce n'est plus dans les ceci. Ils passent toute une journée à chercher là où ils doivent aller voter. Au point que ces heures sont arrivées quand les bureaux de vote ont été fermés. Merci. Ça peut expliquer ce que vous appelez des aveux, mais en réalité, c'est que les citoyens sont un peu perdus. Merci. Mais ça n'enlève pas le fait que depuis 1992, M. Biya et le RDPC ne gouvernent pas dans le spectacle de faire qu'on les juge comme parti qui a gagné une élection. Parce qu'il y a un melting pot, nous sommes un État qui se construit année par année, anneau par anneau. Il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres sociétaux, des paramètres sociaux. On gouverne avec tout le monde. C'est un peu ce que les anglophones appellent Ndjama-Ndjama. Vous ne pouvez pas dire que c'est la femme qui vous a servi le Ndjama-Ndjama qui est mauvaise. Il faut regarder les ingrédients qu'on a mis. Merci. Il peut avoir un peu plus de piment, il peut avoir un peu plus de sel, et on croit que c'est la personne qui a préparé. C'est parce qu'on veut que l'anglophone se sente dans le Ndjama-Ndjama, le nordiste se sente dans le Ndjama-Ndjama, tel se sent dans le Ndjama-Ndjama, et ça produit un ingrédient qui ne permet pas qu'aujourd'hui les Camerounais sachent exactement s'ils votent un programme. Merci. Ou une idéologie. On revient vers vous. Je précise que nous serons en direct de Paris à 21h45 pour aussi faire parler cette diaspora-là qui a été interpellée par les différents acteurs à cette élection présidentielle. Alors, je me tourne vers vous, Dr Julien Nguéné. Le doyen a évoqué les programmes qui parfois étaient confus. Vous êtes spécialiste des questions économiques. Y a-t-il un programme économique qui vous a particulièrement interpellé? Et justement, lorsque vous observez le gagnant d'aujourd'hui, pensez-vous que son ambition économique pour le Cameroun soit matérialisable? Lorsque l'on sait justement qu'il y a eu un échelonnement en termes de process, on est parti des slogans, on a SND 30, on a fait ceci, on a fait cela. Est-ce que vous pensez que le programme politique et surtout le deadline de 2035 pourra être respecté par celui qui a été déclaré vainqueur aujourd'hui? Stéphane, avant de répondre à votre question, permettez-moi de faire un peu ce que j'appelle une analyse de la statistique électorale, oui, allez-y, telle qu'on l'observe. Vous savez, ce jour marque quand même ce que certains théoriciens appellent les dynamiques électorales. Et dans les dynamiques électorales, on se rend compte qu'il y a des facteurs qui influencent certains électeurs à un certain moment de l'histoire. Vous avez par exemple des nouveaux électeurs qui arrivent, c'est-à-dire vous sortez de nulle part et puis vous marquez l'opinion. Vous avez par exemple des programmes, ça marque parfois l'opinion. Le vote est parfois partisan, ça marque l'opinion. Et il y a une dimension très importante au niveau du XXIe siècle aujourd'hui, la dimension des réseaux sociaux, où il baigne la désinformation. La désinformation, été abandonnés entre des mains. La désinformation dans les réseaux sociaux devient un élément qui influence positivement comme négativement les dynamiques sociales. On l'a vu, j'ai d'ailleurs commis un article il y a 2 jours, on l'a vu avec les élections aux États-Unis où
les réseaux sociaux ont passé le temps à faire de Kamala Harris en tête des sondages. C'est ce qu'on a appelé les fake sondages pendant près de 4 mois, alors qu'il n'en était pas le cas. Et on l'a vu avec sa défaite avec le président Donald Trump. Et donc, à côté donc, de cette dynamique électorale, il y a une autre école qui s'affronte et qui démontre quand même que les électeurs votent parfois pour les questions économiques. Là, on regarde le programme économique, on fait le bilan du gouvernement en place, et puis on analyse les chiffres, et puis on dit, voilà, on n'a pas été satisfait. Il y a la conjoncture économique. Ça également, les élections votent parfois la conjoncture économique. On essaie de faire ces bilans-là. Mais au moment où nous arrivons à l'élection du nouveau président, moi, je dois quand même dire que quand vous observez l'architecture électorale aujourd'hui du Cameroun, moi, je crois que les Camerounais ne votent pas le changement. Les Camerounais ne votent pas le changement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand vous observez les deux qui sont en tête, en réalité, c'est l'ancienne élite, c'est l'ancienne classe que nous connaissons. Et quand vous regardez quand même... Mais est-ce que les approches sont similaires? Sur le plan économique, par exemple, les réformes qui sont celles, qui étaient celles du candidat Chiroma, confrontées à celles du vainqueur Paul Biya aujourd'hui, est-ce qu'elles étaient économiquement viables, mais surtout... En quoi les réformes de l'un étaient au-dessus de l'autre? Stéphane, il n'en est rien question. En réalité, ce n'est pas ça que les Camerounais votent, ou alors les électeurs votent. Qu'est-ce que les électeurs votent? L'un des éléments que je vous ai présenté tout à l'heure dans la dynamique électorale, c'est le nouvel arrivé. Et celui qu'on a voté aujourd'hui, parce que la star électorale aujourd'hui, c'est quand même le candidat Issa Chiroma Bakary. Oui. Pourquoi il est la star électorale? En réalité, il y a là ce que l'on appelle une sorte de vote sanction. Mais ce n'est pas un vote sanction. En réalité, c'est un type de vote style changement. C'est-à-dire, tout ce que les gens vous disent, c'est on veut le changement. Mais les gens ne vous votent pas le programme économique. Ce n'est pas le programme économique qu'ils votent. Ils disent ils veulent. C'est la tête de quelqu'un. C'est une dynamique. C'est un vote sanction. Ce n'est pas un vote sanction. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai appelé un élément nouveau dans les dynamiques électorales. C'est des travaux qui sont menés par des politiciens qui travaillent dans ces questions électorales, les stratèges électoraux. Je vous ai dit également, ce qui fait également la force de cette star électorale aujourd'hui, le candidat Issa Chiroma Bakary, ce sont les réseaux sociaux, oui, avec tout ce que ça a entraîné comme mauvaise information et autres. Et il y a une meute cybernétique, numérique, qui a failli entraîner des dérapages. On les ressent aujourd'hui. Oui. Ça dit 2 heures après, après la fermeture des bureaux de vote, on vous pompe des résultats, des PV, autres, vous vous posez la question de savoir, mais comment ça a été fait? Est-ce que sur cette question cybernétique, le candidat Biya a été à la hauteur? En fait, son équipe de communication. En réalité, les stratèges en matière de communication ont failli à ce niveau. Et il est temps qu'ils prennent cela comme une opportunité pour se prévaloir pour les échéances futures. Oui. Parce que ce qui a failli arriver avec les réseaux sociaux, il faut prendre cela au sérieux. C'est un élément très important dans les dynamiques électorales aujourd'hui. Si vous êtes en retard pour court-circuiter tout ce qui vient dans les réseaux sociaux, vous êtes dans le chaos. Et regardez en quelques jours comment le Cameroun a failli brûler. Parce que les réseaux sociaux pompent, étouffent et autres. Il faut prendre au sérieux cette nouvelle approche électorale. Oui. Maintenant, pour revenir sur la question économique. En réalité, vous savez, le mandat du président actuel, hein, tel qu'il a été élu aujourd'hui, les débats économiques, tout ce qu'il a présenté depuis 2008 aujourd'hui, quand on observe, on peut faire une analyse très rapide. On se rend quand même compte qu'il y a matière à débat. Ça, c'est le délit. Et quand on fait une analyse froide de cette façon-là, on va peut-être nous targuer de dire, bon, peut-être parce que nous ne sommes pas dans l'origine. Non, c'est pas ça. Le scientifique, il est froid. Moi, je fais une analyse froide. Allez-y, docteur Nelly. Il est clair qu'aujourd'hui, les stratèges économiques du chef de l'État doivent lui dire qu'il y a un chaos socio-économique. Ah bon? Le message qui est lancé aujourd'hui, avec 53,66%, avec son challenger à 35,1% et autres, ces indicateurs parlent. Ces indicateurs parlent beaucoup plus sur les aspects économiques? Pas sur l'aspect économique. Les gens vous disent qu'ils veulent le changement. Pour eux, le changement, c'est que s'il y a une nouvelle tête, les choses vont changer. Le changement, c'est quoi? Le changement, c'est le bien-être. Oui. Le bien-être
Les gens veulent vivre avec le minimum. Les gens veulent les routes, les gens veulent les hôpitaux, les gens veulent avoir des facilités. Quand vous avez aujourd'hui le SMIC, allez évaluer le SMIC, c'est relativement questionnable. Il y a beaucoup de pesanteurs et il faut prendre au sérieux ces pesanteurs. Si les stratégies économiques du chef de l'État ne prennent pas au sérieux ces chiffres, je vous assure, depuis 2008, qu'on a commencé à penser le modèle d'émergence économique, à partir de la SND 30. Lorsqu'on est arrivé en 2020, on a évalué la SND 30 et on voit les résultats rendus, je vais parler du DSE autant pour moi, rendus à la SND 30 à l'aube de 2020, on voit qu'on est entré dans la SND 30 avec les lacunes, les projets structurants du DSE qui n'ont pas été maturés, qui n'ont pas produit leurs résultats. Et vous savez, aujourd'hui, on a une crise de financement. Le chef de l'État l'a dit dans son discours de Marois, sa profession de foi, il y a un problème sérieux de financement. Si vous n'avez pas les financements, vous allez développer un pays comment? Il a dit, dans son message de 2017, il rêvait de mettre en place des projets qui entraient dans les grandes ambitions pour qu'on puisse atteindre les grandes réalisations. Mais l'évaluation, elle est là. On y voit quand même beaucoup de choses. Et c'est ce que j'appelle les rhinocéros blancs. Vous ne pouvez pas dans le monde où on construit des autoroutes de 200 km en l'espace de 3 ans. Et vous avez une autoroute qu'on construit pendant 10 ans. Ça pose un problème. Ce genre d'indicateur crève la croissance économique. Et quand on le dit vraiment, c'est pas parce que nous n'aimons pas le régime. Nous faisons une analyse froide. Et il faut prendre au sérieux ce genre de problématiques. Merci, Dr Ongeni. On va tout de suite essayer de nous mettre en connexion avec Paris pour recueillir l'avis de Madame Leman Fouda sur justement cette élection présidentielle. Alors, bonsoir. Si on peut avoir le retour. Oui, vous êtes en direct. Vous nous suivez? Oui, allô, bonsoir, monsieur Stéphane Barga. Ok, on va essayer donc avec vous d'avoir justement ces échos de Paris sur cette élection et ce choix qui a été porté par les Camerounais sur le président Paul Biya. Comment est-ce que vous, je vous vois en tenue de militante, avez accueilli justement cette nouvelle qui fait de Paul Biya le président du Cameroun pour les 7 prochaines années? Bonsoir, monsieur Stéphane Barga. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à votre plateau et à tous les Camerounais et surtout aux militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Fort incontestablement, nous avons accueilli cette nouvelle de victoire avec beaucoup d'honneur, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, puisque, comme vous le savez, nous avons travaillé d'arrache-pied depuis des mois, depuis des semaines, pour arracher cette victoire qui n'était pas une évidence. Vous avez écouté le président lui-même à la sortie du bureau de vote. Donc une joie immense, bien qu'elle soit teintée par la tristesse par rapport à nos compatriotes qui ont perdu leur vie suite à un vent de colère qu'on ne peut ignorer. Vous me donnez donc l'occasion de féliciter le président de la République, son épouse, sa famille, ses proches collaborateurs, ainsi que toutes les équipes du comité central qui ont travaillé d'arrache-pied, monsieur Stéphane Barga. Alors, lorsque vous l'avez dit, lorsque vous avez félicité le nouveau chef d'État camerounais, quels sont selon vous justement les faits marquants de cette campagne qui a connu son épilogue aujourd'hui avec cette proclamation du Conseil constitutionnel? Qu'est-ce que vous avez retenu? Cette campagne a montré que les institutions du Cameroun étaient en pleine concrétisation. On a vu un processus électoral de bout en bout qui a tenu ses promesses du premier maillon au dernier maillon qui s'est terminé par la proclamation des résultats. Mais nous avons quand même des leçons à tirer, notamment le taux d'abstention, comme vous l'avez constaté, dépasse les 40%. Ce qui signifie que les Camerounais, les hommes politiques ont un défi, c'est de réconcilier la politique avec le peuple camerounais, malgré la maturité dont il a fait preuve. Vous, du côté de France, vous avez voté justement en bon nombre. Quels sont les chiffres de votre côté? Le taux d'abstention qu'on a pu constater au Cameroun, il est aussi effectif là-bas du côté de Paris?
Du côté de la France, les électeurs se sont massivement mobilisés. Le taux d'abstention en France est inférieur à 40%. Ce qui est honorable quand on connaît les distances, quand on connaît les conditions dans lesquelles la diaspora a travaillé. Il faut souligner qu'aujourd'hui, être militant de la diaspora demande beaucoup de sacrifices, beaucoup face à une adversité montante. D'ailleurs, vous avez vu des résultats. L'autre enseignement qu'on peut tirer de cette élection, c'est vraiment les rapports entre les réseaux sociaux et la politique. Je pense qu'il y a quelque chose à tirer comme leçon. Aussi vrai que les médias sociaux peuvent être une opportunité, ils se sont avérés être un instrument de manipulation, de violence lors de cette élection. Et un dernier enseignement pour moi, c'est le lexique des injures, des invectives, la politique étant devenue pas un débat d'idées, mais un débat d'injures et d'invectives. Monsieur Stéphane Martin. Alors, très rapidement, on va prendre votre avis sur justement ces préoccupations, ces chantiers prioritaires, comme on les a intitulés, du nouveau chef de l'État. Vous, en diaspora, par où est-ce que le président Paul Biya devrait commencer ce magistère? Nous pensons que le président Paul Biya doit commencer ce magistère par la réconciliation, la cohésion nationale de tous les Camerounais, qui soient dans le triangle national comme à l'extérieur du triangle national. Vous avez vu les résultats de la diaspora parlent d'eux-mêmes. Il est aujourd'hui le président de tous les Camerounais et un dialogue s'impose pour que nous réglions le linge sale en famille. Deuxième priorité, nous pensons que le président Paul Biya doit repenser le bien-être des Camerounais, puisqu'il nous a dit que nous devons espérer, et c'est au travers de cette espérance qu'il doit continuer à travailler le développement économique qu'il a commencé, le progrès social, pour que chaque Camerounais soit épanoui, en particulier les jeunes et les femmes. Alors, vous pensez que c'est encore possible après 43 ans? C'est possible. Vous savez, on compte souvent 43 ans, mais on oublie les crises par lesquelles nous sommes passés, les crises, les politiques d'ajustement structurel, tout ce que le président Paul Biya a connu. Ce dernier mandat des grandes réalisations, je ne citerai que la période du Covid, où le Cameroun a été paralysé pendant un moment. Vous savez, ce sont des temps institutionnels qu'on oublie, mais le temps institutionnel n'est pas le temps des attentes des populations. Et nous espérons, nous attendons, comme le slogan de campagne l'a dit, dans ce septennat des grandes espérances, nous espérons que ce qui n'a pas pu être fait jusque-là sera fait, monsieur Stéphane Barra. Merci. Et alors, je terminerai, si vous permettez, très rapidement. je vous ai coupé les clés. Alors, oui, je terminerai par une citation de Pierre Mendès France, qui dit que la démocratie n'est pas seulement des élections, n'est pas seulement la gouvernance, mais un type de mœurs, un type de valeurs, un type de scrupules, un type de sens civique et de respect de l'adversaire. C'est un code moral. Je pense que l'élection présidentielle 2025 nous oblige à épouser cette citation pour que nous ayons les scrupules pour garder la paix dans notre pays qui est indispensable pour construire le Cameroun de demain. merci, Madame Véronique Leman Fouda. Vous interveniez depuis Paris et vous nous avez fait le feedback de justement ce qui est pensé de ce côté par la diaspora et même par tous ceux qui ou non n'ont pas voté pour le président Paul Biya. Merci à vous. On promet revenir vers vous lors de nos prochaines productions pour justement toujours avoir ces échos-là de Paris et de toute la diaspora. C'était un plaisir inégalé pour moi. Alors, je me tourne vers vous, Stéphanie Mwankono. On va ensemble essayer de nous projeter donc sur ces chantiers prioritaires qui vont interpeller tout de suite le nouveau chef de l'État. Par quoi est-ce que vous, en tant qu'observatrice, analyste, le président Paul Biya devrait commencer? Alors, vous savez, aujourd'hui, le pouvoir a gagné le scrutin, mais la véritable victoire politique se jouera sur la capacité à reformer et à répondre aux attentes des citoyens. Alors, l'une des attentes des citoyens, forcément, c'est l'insertion des jeunes et notamment l'autonomisation des femmes. D'ailleurs, ça s'est retrouvé dans les messages clés
son discours à Marois. Oui. Donc, il a très bien cadré, voilà, les différentes attentes. L'insertion des jeunes et l'autonomisation des femmes. Ce sont là, avec la relance économique, voici les 3 points véritablement pour moi sur lesquels le président réélu, Paul Biya, devrait s'atteler. Vous pensez que ce sera possible, puisque ce n'est pas la première fois que la question de la jeunesse est évoquée dans une communication présidentielle, même celle inhérente à la relance économique. L'économiste sur le plateau nous a fait le déroulé de cette aventure avec tous les slogans et tous les projets qui ont structuré justement cette marche vers l'émergence. On revient en 2025 avec le même logiciel. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça pourrait être différent de ce qui s'est passé hier? Peut-être parce qu'aujourd'hui, le slogan était « Nous sommes dans les grandes espérances ». On ne peut qu'espérer que, voilà, lors des 7 prochaines années, les choses se concrétisent réellement, que les grandes ambitions et les grandes réalisations se concrétisent dans le septennat de ces grandes espérances. Mais vous savez, on pourrait déjà voir ou avoir un écho du fait qu'il réussira à implémenter, disons, les différents messages clés qu'il a tenus, notamment lors du prochain remaniement ministériel, s'il y en aura un, parce que véritablement, c'est là on verra s'il y a plus de femmes, oui. Si on verra s'il y aura plus de jeunes. Là, concrètement, il donnera le tempo de la politique qu'il devra implémenter lors des 7 prochaines années. Alors, pour vous, le succès de ce mandat repose sur l'intégration des femmes, des jeunes et surtout la relance économique. On ne peut pas mettre de côté plus de 52% de la population et on ne peut absolument pas ne pas tenir compte de plus de 60% de la population qui est comprise entre les jeunes de 18 à 25 ans. Donc, pour véritablement montrer qu'on est du côté des jeunes et du côté des femmes qui constituent la force de la population de notre pays, il faut déjà avoir un acte fort, un geste fort. Je ne dis pas que le gouvernement ou le président réélu devrait se contenter d'insérer les jeunes et d'autonomiser les femmes, mais je dis que c'est là l'un des chantiers les plus préoccupants et les plus urgents de sa politique des 7 prochaines années avec la relance économique et surtout avec la continuité de la paix civile qui lui est si chère. Merci Stéphanie Mwankono. Je me tourne vers vous, Jean de Vouna. Alors, les chantiers prioritaires, on commence par où pour réussir le chantier ou alors le septennat de 2025? La Bible dit dans Jean chapitre 15 verset 2 « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il y monte afin qu'il porte encore plus de fruits. » Le début, c'est la purge. Il faut une purge. De quoi? De qui? C'est-à-dire le système doit s'auto-évaluer et faire une purge. C'est comme un arbre. Et les branches qui n'ont pas porté du fruit doivent être retranchées. C'est par là qu'il faut commencer. C'est-à-dire avouer, comme nous l'avons écouté lors du discours de Marois, et maintenant passer à l'acte. Il faut couper les branches qui n'ont pas produit pendant 7 ans, pendant 14 ans, pendant 15 ans, sur le plan politique, sur le plan économique. Comment évaluer une branche qui n'a pas produit, justement les stratèges. Je parle un cas simple. Si on est par exemple un membre du gouvernement, ministre et assimilé, et que durant la présidentielle, on a été battu dans sa région d'origine. Non, je parle. Est-ce qu'on peut continuer à être au gouvernement? Non, je parle ici. Sur le plan politique, je parle. Sur le plan politique, il se doit de faire une purge. Parce que s'il entend faire à ce que l'on garde de lui un leader, un homme d'État qui a marqué l'histoire politique du Cameroun de manière positive. Mais maintenant, sur le plan économique, je voudrais me pencher là-dessus. On ne nomme pas un ministre, un directeur général à perpétuité. C'est ça. Il doit avoir des résultats. Ça, c'est des questions de management. On ne peut pas continuer avec des cadres d'administration, des ministres, des directeurs généraux qui n'ont pas produit. Ce n'est pas nous qui le disons. Les œuvres sont là et lui-même le dit. Il est question d'apaiser la colère du peuple, de 30 millions de Camerounais, parce qu'il faut avouer qu'il y a une colère. Une colère latente qui était là et qui a explosé, qui a émergé et elle est visible aujourd'hui. Il est donc question ici de manifester, d'organiser une gouvernance qui va apaiser cette colère-là en faisant une purge.
Une purge qui pourra permettre, qui pourra aboutir par un gouvernement d'union nationale, une gouvernance inclusive. Ça, il faut le dire. Pourquoi? Parce que les plus de 40% qui ont voté. Je reste avec vous, Jean de Dieu Vouna. Oui. Doyen Bikoro nous faisait savoir que ces gouvernements d'union dite nationale ont parfois permis à certains d'accompagner le président tout en le sabordant par derrière. Écoutez, nous avons aussi vu que ceux même qui sont qui se revendiquent les créatures du président n'ont pas fait mieux que cela. Il y a des Camerounais il est le chef d'État de tous les Camerounais, même de ces plus de 40 qui ont voté l'opposition. Il y a des meilleurs, il y a des talentueux là-bas, il y a des même dans l'opposition. Dans l'opposition, dans la société civile, lorsqu'on veut apaiser la colère, on cherche des technocrates, on cherche des Camerounais patriotes, on fait un sondage, on a des stratèges, on trouve des personnes qui ont le souci de produire, non plus pour le parti, mais pour le peuple, pour des résultats selon la vision qu'il s'est donnée le chef de l'État. Il est donc question de se faire violence, et parce que la Bible dit encore que si la main droite nous empêche d'entrer au ciel, qu'on la coupe. Si c'est le pied, on coupe. Mieux vaut entrer au ciel par étant manchot. Et c'est là où nous nous trouvons aujourd'hui. Il est question ici que le régime en place fasse une purge. S'il y a des branches, si c'est la main droite qui est l'handicap d'empêcher le Cameroun d'atteindre l'émergence, qu'on coupe la main droite. Si c'est le pied, si c'est l'orteil, si c'est l'oreille, même s'il faut crever l'œil, il faut une purge, et il faut le dire clairement. Et ainsi, la colère qui est montée, qui a émergé, le peuple profond pourra se sentir impliqué. Il faut impliquer le peuple dans ses besoins, dans ses attentes, et que l'arrogance, je crois qu'avec ça, l'arrogance baissera, et ainsi, tout Camerounais se sentira impliqué. Et je suis sûr que d'ici la fin d'année prochaine, lors des prochaines législatives, nous n'allons plus avoir le grand gagnant, l'abstention, nous mener par le bout du nez. Merci. Timothée Somba, alors on est dans les chantiers prioritaires. Sur le plateau, il semble avéré que un message a été délivré à l'exécutif actuel, qu'il fallait faire bouger les lignes, entre guillemets. Mais par où on commence? Lorsque l'on sait, et l'économiste nous rappelait qu'il y a quand même des prédictions, des prévisions qui ont été annoncées, mais qui tardent véritablement à germer, à produire des résultats. Par où est-ce que le nouveau chef d'État doit commencer? Stéphane Baga, la hauteur du plateau de Ouro-Africa m'interpelle à rétablir d'abord des vérités, parce qu'il y a beaucoup de contre-vérités qui ont été dites sur le plateau. Il y a des choses que l'on ne peut pas éluder. Donc, permettez-moi de rétablir ces vérités rapidement avant de répondre à la question des chantiers prioritaires. Voyez-vous, lorsque vous parlez de l'abstention qui a gagné, c'est faux. Le nombre la tectonique de cette élection nous oblige à faire une diachronie. Nous partons d'où? En 2025, il y a plus d'électeurs qu'en 2018. En 2025, le taux de participation est de 57%. En 2018, il était de 53%. Oui. Ça veut donc dire que l'abstention n'a pas gagné. 2025, beaucoup plus d'électeurs inscrits, mais au niveau du vote... Si vous voulez, je donne les chiffres. 2018, 6 millions d'électeurs, votant 3 millions. 2025, 8 millions d'électeurs, votant 4 600. Il y a plus d'électeurs en 2025 et plus de votants qu'en 2018. Maintenant, si vous prenez le score du RDPC, le score du RDPC 2018 est environ 2500 électeurs. Le score du RDPC 2025 est à près de 2 400 000 poussières. Ça veut dire quoi? L'électorat du RDPC est stable. Par contre, la percée de Tiroma n'impacte pas le RDPC. La percée de Tiroma, c'est l'écrasement de l'opposition moribonde et faible. Tiroma n'a pas gagné le RDPC. Tiroma a battu l'opposition. Donc, quand vous voulez analyser cela, il faut tenir en compte. Parce que vous donnez l'impression, j'ai entendu des mots tels que lassitude du système RDPC. Non, ce n'est pas vrai. S'il y avait lassitude, l'électorat du RDPC allait régresser. Son électorat n'a pas régressé. Le taux d'abstention n'a pas grandi, il a baissé.
Ça veut dire que plus de Camerounais s'intéressent à la politique. Ce sont les chiffres. Ce sont les chiffres vérifiés. Ce sont les chiffres vérifiés. Non, j'ai dit. Tu permets que. Non, je ne vais pas permettre. Sinon, non, je ne vais pas permettre. J'ai attendu. Non. J'ai attendu. Non, voici Elekam. Donc, pendant que je parle, que chacun vérifie dans son téléphone, ce sont les chiffres. Ils ne mentent pas. Maintenant, lorsqu'on veut parler de la percée de Chiroma, le doyen a évoqué tout à l'heure le complexe, le duo MSC-Basse, cristallisé autour du complexe médiatico-tribal avec les influenceurs qui sont issus de la même région. Dès que je l'ai dit, je tourne rapidement la page. Donc ne donnez pas l'impression qu'on a eu affaire à un Chiroma pitbull. Non, 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 non. Ça, c'est pas vrai. On a Chiroma qui a bénéficié d'un conscrit des individus nichés qui avaient un agenda caché. Maintenant, lorsque vous décidez de parler... Les autres pouvaient aussi en bénéficier. Pourquoi seulement lui? Parce que lui, il avait un atout que les autres ont refusé de mobiliser. Il a très tôt décrédibilisé le processus et il a dit qu'il va défendre sa victoire. La condition sine qua non de ce complexe médiatico-tribal pour t'apporter leur soutien résidait dans ta capacité à défendre la victoire. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans un quasi-couvre-feu parce que quelqu'un s'est mis en tête et a mis en tête, à conditionner les masses qu'il va gagner, qu'il a gagné et il défend la victoire. Les Camerounais, les mineurs sont dans la rue aujourd'hui. Maintenant, vous ne pouvez pas éluder le fait que durant le magistère de Paul Biya, les 15 dernières années ont été marquées par 2 crises castratrices. Moi, je préfère ne pas parler du Covid. Boko Haram, castrateur de l'économie, qui nous privait de l'exploitation de 9000 km de frontières avec notre premier partenaire économique, qu'est le Nigeria. Vous ne pouvez pas éluder la crise dans le Nozo, qui consomme 200 millions de francs CFA par semaine. Espèces sonnantes et trébuchantes, que l'on envoie pour les troupes. On ne paye pas la troupe par virement ou par chèque. C'est en termes de carburant, en termes d'armement, en termes de motivation. Ce sont des éléments castrateurs de l'économie. Oui. Maintenant, si vous observez des 43 ans de magistère de Paul Biya, le septennat dans lequel il y a eu plus de réalisations infrastructurelles, c'est 2018-2025. Le MINTEP a sorti son almanach de projets. 108 projets infrastructurels réalisés en 7 ans. Si j'entre dans le secteur de la recherche qui me concerne, je vais dresser le chapelet en termes de recrutement du personnel, en termes d'infrastructures, en termes de laboratoire, de personnel qualifié, en termes de fourniture en laboratoire, en termes d'équipement. Alors, vous maintenant, faites de ce clameur populaire qui voudrait faire savoir qu'il y a quand même une jeunesse. Je suis en train de répondre à votre question, Stéphane Barga. Permettez que je réponde à votre question. Maintenant, vous ne pouvez pas dire que le Cameroun est un chaos socio-économique. Ce n'est pas vrai du tout. C'est impossible à dire. Dans le septennat, on a 5 universités de plus. Qui produisent. J'ai suivi un très bon documentaire avant d'arriver ici, où des étudiants de 5e année à l'université de Maroua présentaient leurs travaux. Est-ce que vous savez que l'université de Maroua soutient déjà les thèses de doctorat en ingénierie? Donc, sortons de nos livres, sortons de l'analyse livresque du Cameroun et allons toucher le Cameroun profond. Vous ne pouvez pas nier qu'au cours du dernier septennat, on a implémenté la CSU qui bénéficie à l'heure actuelle à 4 millions de Camerounais. Elle est effective. Oh, Timothée, non, ne dites pas. Stéphane Barga, ne jouez pas à ce jeu. Le doyen a parlé tout à l'heure du mauvais effectif. Elle est effective. 4 millions de Camerounais enrôlés. On a commencé par les villages. 4 millions de Camerounais enrôlés. Précisez ce que c'est que la couverture. Stéphane Barga. La SCU. Puisqu'on est au même niveau d'information. Précisez comment. Couverture santé universelle qui a commencé. Où va-t-on prendre ce budget? Bon Dieu. La question se pose au niveau La couverture santé universelle à l'heure actuelle au Cameroun n'est pas une asymptote. Elle est effective, elle est implémentée. 4 millions de Camerounais déjà enrôlés qui bénéficient du allez-y, vous ne répondez pas. Qui bénéficient déjà du premier palier de soins. La dialyse est partie de 500 000 francs à 15 000 francs. C'est effectif. Et là, ce n'est pas dans les villages. L'accouchement dans les zones rurales
est parti de 50 000 à 5 000 à 6 000 francs. C'est effectif. Pas plus loin qu'ici à Ifoulan, dans la clinique Tabita. Ça me permet de faire un clin d'œil à ma voisine qui a la clinique Tabita. Les femmes accouchent là à 6 000 au cœur de Yaoundé 3, grâce à la couverture santé universelle. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas nier. Dans le septennat 2018-2025, c'est 10 hôpitaux de référence construits au Cameroun en 7 ans, depuis l'arrivée de Malachi Manorga, qui ont été inaugurés, démarrés avant celui. Sous le septennat que vous qualifiez de chaos, un mot bien fort, socio-économique, c'est la transformation énergétique du Cameroun, avec l'atteinte de plus de 2500 mégawatts en termes de fourniture d'énergie. Le barrage de Nassigal, il est là, opérationnel. Vous voyez comment les délestages ont diminué, malgré la porie que constitue Eneo en termes de maintenance du réseau domestique de distribution. Sous le magistère, le septennat, oui, je sortais par là. Je sors par là. C'est la libéralisation et la nationalisation complète de l'exploitation pétrolière au Cameroun. Donc le clou, bien entendu avec la réhabilitation de la Sonara, et donc le clou et l'élément le plus important est la construction attribuée de 2 infrastructures d'autonomisation en termes d'énergie pétrolière. C'est la construction d'un entrepôt de stockage de réserves de souveraineté. Ça veut dire que si on a des problèmes au niveau du marché mondial, Kribi nous permettra d'avoir une capacité de résilience sur 3 mois. L'entrepôt, la première pierre, le chantier a démarré. Permettez. Non, c'est pas un monologue. Non, c'est mon temps de parler. Vous ne pouvez pas me couper. Vous ne pouvez pas me couper. On revient vers vous. Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas me couper. Déjà 5 minutes. Vous ne pouvez pas me couper. Si vous voulez, je ne parle plus après. Il faut à tout prix que je dise ce que je suis en train de dire. Parce que c'est pour ça que je suis venu ici. Je ne suis pas venu parler des Tiroma et autres. C'est la construction d'une mini-raffinerie qui va permettre au Cameroun de réduire de 30% sa dépendance en importation de produits pétroliers. C'est la construction d'une centrale hydroélectrique à Kribi qui va permettre d'alimenter le complexe sidérurgique conçu par l'entreprise Bocom, un Camerounais, Boeing Compagnie, et qui va permettre au port de Kribi de ne plus dépendre du courant d'Eneo. Même chose au port autonome de Douala. Merci. Ça veut dire quoi? On ne peut donc pas, avec tout ceci, parler d'un chaos socio-économique. Et si vous me permettez donc de dire un mot rapide sur les chantiers prioritaires, mais si vous dites après. Docteur Guédé, je vous donne la parole sans question. Non, moi je ne peux pas laisser Timothée être aussi ambitieux. Vraiment, c'est la froideur de la science. Moi je ne peux pas. Vous savez, non, moi je suis le problème que nous... Parce que tout ce que Timothée évoque, ce sont les agrégats macroéconomiques. Et le problème que les agrégats macroéconomiques cachent, c'est que le bas peuple, lui, il a un problème microéconomique. Maintenant, le débat... Qu'est-ce que le bas peuple a besoin sur le plan microéconomique? La santé. La CSU répond à cette question. Permets-moi, Timothée. Les biens de consommation. Le bas peuple a besoin du minimum. Les biens de consommation. Est-ce que vous savez que le budget que nous avons aujourd'hui est un budget qui ne permet pas aux 35 millions de Camerounais? Là, c'est une analyse subjective. Je parle bien des effets. Chacun a une perception de ce pays. Je parle bien des effets microéconomiques, Timothée. La ménagère. Le bas peuple, là, c'est le panier de la ménagère, Timothée. Quand vous allez au marché, vous voyez le tas de manioc. Là, ce n'est plus le scientifique. Je parle de la science, Timothée. Attention, je parle des agrégats microéconomiques. Le tas de manioc de 500, c'est ce qu'ils vont voter. Le tas de manioc de 500. Le tas de plantains de 500. Qu'est-ce qui explique cela? C'est le pouvoir d'achat.
C'est parce que le budget qui est là, les 7500 milliards de francs CFA, ne sont pas parce que vous, les économistes, ne dites pas au peuple que le pouvoir d'achat est corrélé à la question du transport, qui est en train d'être résorbée par les questions pétrolières. J'y viens, Timothée. Mais la question, mais la question du transport, c'est quoi? C'est la construction des infrastructures. La question pétrolière, c'est d'abord le carburant. C'est d'abord le carburant. Permets-moi. La question pétrolière, c'est quoi? C'est que nous sommes restés dans un modèle statique. Mais vous ne pouvez pas avoir... Modèle statique, c'est quoi? Permets-moi. Vous ne pouvez pas avoir une raffinerie pour raffiner votre pétrole. La seule raffinerie pour 4 millions d'habitants à l'époque. Et nous sommes en 2019. Vous avez une seule raffinerie. Pour raffiner le pétrole. L'autre en chantier, elle a servi en masse. Et la Sonara d'aujourd'hui raffine le pétrole camerounais. Prends mon temps de parole. Non. Mais sortez de vos livres. Restons dans les faits. Timothée, tu as ton temps de parole. Allez-y, docteur. Vous ne pouvez pas avoir... Là, c'est pas ton temps de parole. Tu as essayé de réagir. Vous n'avez pas. Fais-moi d'analyser, Timothée. Fais-moi de chuter. Alors, je disais, vous ne pouvez pas avoir une seule raffinerie en 2019. On est en train de construire la deuxième. Comment tu nous ramènes toujours en arrière? On est en 2025. Permets-moi de t'expliquer. Mais tu vas pas m'apprendre l'économie. Permets-moi de t'expliquer. Je dis ceci, n'est-ce pas? Moi-même, j'ai fait des économies. Timothée, tu ne m'as pas mentionné l'économie. Permets-moi de chuter, Timothée. Permets-moi. Je dis, on ne peut pas avoir la même raffinerie en 2019. La deuxième en chantier. Monsieur Somba, oui. Je serais obligé de reprendre ma parole. Non, mais il y a un souci. On ne peut pas gérer. C'est moi qui en 2025, alors que la deuxième raffinerie est en chantier. Elle est déjà en chantier. Docteur Guéné, c'est mon temps de parole. Permettez que je reprenne ma parole, parce que j'ai l'impression que... C'est madame N. C'est mon temps de parole. Je ne suis pas beaucoup. Tu m'empêches de parler. Vous n'avez pas encore parlé. Mais monsieur Somba empêche véritablement qu'on avance. Lorsque vous êtes exprimé, vous avez exigé qu'on respecte votre temps de parole. Non, c'est pas un problème de respect. Non, vous n'avez pas la parole et vous n'avez pas un problème de respect de temps de parole. Respectez les autres. On ne peut pas être en 2025. Et on parle encore de ramener à Sonara. Vous ne jugez pas mon analyse. Je sais où je ne supporterai pas si on faisait de même pour vous. Je sais où j'arrive. Permettez à M. Ongué de déployer son analyse. Nous sommes sur un plateau sérieux et les Camerounais sont attentifs à ce qui est dit sur ce plateau. Permettez-lui. Je dis ceci, le Cameroun aurait pu être un émirat pétrolier si depuis 1965, on se serait projeté. On se serait projeté avec quoi? Vous ne pouvez pas avoir une raffinerie qui raffine le pétrole pour que 4 millions de Camerounais en consomment et qu'en 2019, qu'on est là, seule raffinerie. Ça pose un problème structurel dans la politique pétrolière du Cameroun. Ce qui suppose quoi? De 1965 jusqu'en 2019, si on avait eu 2 ou 3 raffineries, le Cameroun n'aurait pas les problèmes qu'il a aujourd'hui. C'est pour ça que dans le septenat, la deuxième, on a tiré les leçons. Avançons donc. Mais permets-moi d'analyser comme je veux, Timothée. Permets-moi d'analyser. Mais c'est les erreurs dans la politique pétrolière du Cameroun qui nous amène à ce modèle qui est statique, mais on vient tirer les conséquences tard. Il n'est jamais trop tard pour bien Il n'est jamais trop tard. Mais les conséquences sont là. Merci. Le Cameroun est pauvre. Merci. Bon, pauvre, on va mettre... c'est minimum. Ce pétrole nous aurait rendu un émirat pétrolier. Et voilà les mêmes erreurs. Par les Français, du colon, la géopolitique, intégrer le volet géopolitique. Voilà les mêmes erreurs qui sont en train d'être commises aujourd'hui avec la richesse minière. Si le Cameroun ne développe pas une ingénierie financière pour que nos mines nous profitent, d'ici 15 ans, nous allons pleurer notre richesse minière. Il faut faire très attention. Merci. On va prendre l'avis de l'activateur politique sur le plateau. Alors, l'économiste et les juristes, les économistes sont livrés à... On fait de l'économie dans le cycle de droit. Un exercice. Moi, j'interroge les aspects politiques. Patriarche, l'élection nous a permis justement de voir une certaine pluralité dans l'expression démocratique. On a vu une opposition qui est en train de faire son chemin, l'écart s'est réduit, on voit l'émergence de nouveaux acteurs. Pensez-vous que 2025 pourrait être cette année-là où justement l'opposition revient au premier plan avec un score peut-être identique ou alors similaire à celui de 1992? Je vous ai dit ici, en termes d'éducation, c'est dommage que celui qui gazouillait le plus ne soit plus revenu.
Peut-être parce que le sort qui lui a été réservé par le président à l'avenir a été sentencieux. J'espère qu'il a retiré la leçon. Parce qu'il va douiller le plus sur le plateau parce qu'il ne comprenait pas que le Cameroun n'est pas né en 2025. La question que vous posez est une question fondamentale, mais qui demande que l'on fasse un petit regard sur le rétroviseur de la marche du Cameroun. Le Cameroun n'est pas né en 2025. Le Cameroun est né bien avant 2025. Il a été partagé dans son flanc septentrional jusqu'au sud, où une grande partie est là au Nigeria, ce qui suppose que les ressources sont allées au Nigeria. Les dénivellations de ces ressources nous ont amené la guerre de Bakassi. Après la guerre de Bakassi, vous avez inventé une autre guerre pour couvrir la véritable guerre, qui est celle de Bakassi, parce que on parlait tout à l'heure de Sonara, mais en réalité, vous ne dites pas aux Camerounais qu'on a trompé Amadou Ahidjo, les Camerounais. Pour des maisons avec 9 toits qui sont abandonnées dans les brousses aujourd'hui. Moi, je parlais qu'ils étaient analphabètes, mais je crois qu'ils étaient moins analphabètes. Parce que quand la société Intrap avait été démantelée dans la région Aquitaine en France, parce qu'une maman de 97 ans dit qu'elle suffoquait. Elle suffoquait des effluves de l'industrie des transformations pétrolières qu'on faisait à quelques mètres de sa maison. Dans la nuit, on a décidé de démanteler ça pour amener ça là où on prenait le vrai pétrole au Biafra. Et on a amené l'État camerounais en son temps à construire sur fonds propres une usine de transformation du pétrole biafra avec la complicité des Camerounais. Je vous dis que ça nous a amené la guerre de Bakassi, 17 ans. Et la guerre que vous appelez Nozo ou anglophone, ne sais pas quoi, c'est le prolongement de ce qu'Amadou Ahidjo avait refusé de faire en son temps. On a décidé de lui faire sa peau dure. Parce que vous savez qu'Amadou Ahidjo a changé un secrétaire de l'OUA, Zoé Kangaki, qui se croyait un peu plus proche des Biafrais que William Aurélien et Teki Amboumoua. Parce qu'il manquait la voix du Cameroun pour savoir si le Biafra devait être saucissonné. L'histoire a voulu qu'on fasse au Cameroun ce qu'il a voulu, qu'il a refusé que les autres fassent pour les Français. On a décidé qu'on va le saucissonner. Ça, vous ne dites pas ça beaucoup aux Camerounais. Oui. C'est important de le dire. Vous l'avez fait, patriarche. Ce qui veut donc dire que toutes les dénivellations dont nous subissons aujourd'hui ont un relent historique. Ça peut vous amener à pardonner les Camerounais qui se mettent en dérive, comme celui qui allait demander pardon aux ambazoniens. Ça vous fait rire, mais moi ça ne me fait pas rire. Que quelqu'un se lève un matin, après autant de morts et de sacrifices financiers, au même moment où les Occidentaux vous demandent de rendre les Camerounais heureux, ils vous envoient quelque chose qui finit l'argent du Cameroun. Vous n'en parlez pas beaucoup. Tu vois que moi, quand on parle de l'élection, pour moi, c'est comme la cour de récréation. Vous jouez, mais vous retrouvez le cours de mathématiques et le professeur vous attend. Vous n'allez pas expliquer là-bas que j'ai beaucoup joué, tellement taclé. C'est juste pour remobiliser. Moi, je prends les élections comme un moment de s'asseoir sous l'arbre pour réfléchir et voir le chemin parcouru. Oui. Et le chemin parcouru, c'est lequel? C'est la stade de 2020. Les gens ont menti. Les diplômés d'enseignement supérieur colonial, que vous appelez intellectuels, qui insultent des journalistes dans les plateaux de télévision chiens, et que vous invitez chaque jour dans vos plateaux. C'est pour distraire. Non, ne faut pas parler. L'élection est terminée. Il y a un président, on n'en parlera plus jamais, c'est fini. Mais nous refusons que les erreurs conceptuelles et structurelles qu'on a fait en 2018, qu'on les fasse en 2025. Sinon, on aura perdu encore 7 ans pour rien. La période-ci, ce n'est plus une période où l'imposture et l'hypocrisie doit réciter dans la parole publique. Qu'est-ce que vous appelez imposture? L'imposture, c'est quelqu'un qui vous dit que le mandat impératif, c'est que vous êtes député du LDF, vous devenez député du MRC. Pourquoi vous ne voulez pas dire ça aux Camerounais? Vous voulez qu'on se fasse sur le plateau? Ça nous a perdu 6 mois de débat inutile. 3 heures de temps après, il allait chercher un parti politique qui n'existait pas. Et c'est le même qui a dit à Issa Turuma, on peut te supporter, je vais te donner les voix. Et après, il commence à parler sans aimer la parole à Issa Turuma. Puisqu'Issa Turuma a dit jusqu'à dire, je ne reconnais pas les bandits qui parlent à mes lieux de place dans les plateaux de télévision. Ces bandits ont commencé à parler à ces lieux de place. C'est eux qui disent, il faut brûler, il faut casser, machin, tout et tout. Des gens à l'extrême nord ne peuvent pas envoyer les gens à les brûler parce qu'ils ont connu Boko Haram. Ils ont connu Boko Haram. Et quand ils avaient Boko Haram, les gens qui les poussent à aller brûler les maisons aujourd'hui ont dit que
Nos œufs étaient plus importants que Boko Haram en termes de nocivité. Moi, je ne peux pas accepter, vous, après qu'on vous ait pris 40 ans. Parce que je suis comptable de 40 ans de Paul Biya. Celui qui avait 10 ans à 50 ans. Celui qui avait 20 ans à 60 ans. Celui qui avait 30 ans à 70 ans. Celui qui avait le même âge que Paul Biya à 90 ans aujourd'hui. Il ne faut pas que les deux de ce stade-là vous amènent à jouer. Parce qu'ils ne peuvent plus revenir après. C'est eux qui disent, ici, là et maintenant, on casse tout. Et Issa Tchourouma en fait partie. C'est pour ça que je ne peux pas comprendre que les gens qui vous disent qu'ils veulent le changement de deux ordres, structurel ou générationnel. Je parle sous le contrôle des gens qui ont été à l'école plus loin que moi. Vous avez 5 candidats qui sont jeunes comme vous. Vous avez choisi un vieillard qui a travaillé avec un autre vieillard. Voilà, c'est ce que je disais. De quoi on parle là? Alors, Et quelqu'un vous dit, non, c'est important. On doit repartir sur de nouvelles bases, continuer les leçons de ce qui s'est passé. Les questions que vous posez sont des questions périphériques. Il s'agit de dire aux Camerounais que depuis 2020, M. Biya a ouvert le champ de l'abondance à tout le monde entier. Ça n'a pas été de bon ton pour les gens qui nous pillaient et ceux qu'ils ont installés dans les stades de décision à l'intérieur de notre pays. Vous n'avez pas remarqué que la campagne de Paul Biya était un genre. Tu n'as pas cité le tour de propriétaire communicationnel du Premier ministre du gouvernement, Dr John Gouté. Est-ce que tu savais qu'en 2 mois, John Gouté nous a appris qu'on a déjà fini au moins 29 chantiers industriels? Vous n'en parliez pas dans vos débats. Vous appelez des imbéciles, excusez-moi l'expression, soi-disant représentants des partis politiques, pour vous parler de choses dont tu n'as aucune connaissance. Vous lui parlez de pétrole, vous dites que Paul Biya est vieux. Vous lui parlez de ceci, Paul Biya a trop duré. À quel moment on va parler des choses dont le Cameroun fait? Et ils vous disent que le Cameroun n'a pas avancé depuis 43 ans. Il est habillé en costume de joufflu. Et il a 41 ans. Ça veut dire qu'il est né sous le régime de M. Paul Biya. alors, Donc je pense que le moment est venu. oui. On a compris, demandons tous pardon ici, au peuple camerounais à qui on a menti. Que le mandat impératif pouvait faire que vous sortez du Ah, vous tenez. Non, je demande pardon. C'est un débat périphérique. Demandons pardon et prenons l'engagement qu'à partir de demain matin, maintenant que le Cameroun a un chef de l'État, que vous n'allez plus inviter des gens qui insultent des journalistes chiens, que vous n'allez plus inviter des gens qui sont des médecins mais qui parlent de choses dont tu n'as aucune connaissance. Maintenant, on va commencer à parler des problèmes conceptuels et structurels. Merci. C'est-à-dire que les enfants sont sortis des universités. Nous nous sommes rendus à l'évidence qu'on les a formés pour des choses dont l'existence n'existe pas. Excusez-moi la tautologie. Il est donc question maintenant qu'on dise à M. Famandongo que les universités que tu as mis en place, qui sont nombreuses, les infrastructures sont là, l'État a beaucoup investi. Beaucoup a besoin des ingénieurs accueillis. On va comprendre. Beaucoup n'a pas besoin des professeurs de littérature. Il faut leur dire que les sociétés, les Chinois qui arrivent, tous, ont besoin des gens qui sont des ingénieurs ou des chaudronniers maritimes et autres. Et que nous revoyons le système éducatif qui formate les gens qui doivent nous remplacer, de nous qui sommes des citoyens sénégalais. Merci Patrice Mikoro. On va compris. On va donner la parole à la dame pour que la température essaye de baisser aussi. Moi, je ne suis pas venu ici pour parler des histoires qui... C'est fini. Merci. On a proclamé le président de la République, c'est terminé. Madame Elanga, le président de la République a été proclamé, mais il serait pas très sérieux de ne pas dire qu'avec beaucoup de tensions, on a justement le pays qui nous parle. Est-ce que la jeunesse qui est interpellée ici au premier plan comprend l'ambition du président, ou alors il faudrait que cette ambition-là lui soit mieux expliquée, parce que le patriarche parle d'un tissu économique où on a besoin d'ingénieurs au lieu de littéraires, et il parle justement d'un environnement qui pourrait être propice à l'éclosion d'une jeunesse responsable et travailleuse. Pourquoi on a l'impression de ce rapport dichotomique entre ceux qui sont en charge justement d'établir des concepts pour la jeunesse et cette jeunesse-là qui ne se reconnaît pas en les logiciels qu'on lui présente? Alors moi je suis d'accord avec l'activateur M. Bikoro quand il dit que il faut augmenter le prestige des débats, parce que là, il faut éduquer les jeunes. C'est tout. Il faut forcément éduquer les jeunes dans des débats, leur dire ce qui est très important. Parce que moi, en l'écoutant, j'ai appris beaucoup que je ne connaissais pas, même en regardant la télé, ce genre de débat, ce genre de vérité ou presque, parce que c'est encore à vérifier, sans vous heurter forcément. Tout à fait, il n'y a pas de souci, ma fille. Il faut éduquer les jeunes. Moi, dans mon quotidien, je m'applique à éduquer politiquement les jeunes parce que ça se traduit même encore dans ces élections. Quand on voit le nombre de jeunes qui sont inscrits sur les listes électorales et quand on questionne même
le nombre qui a voté, franchement, l'écart est énorme. Parce que la population camerounaise, c'est l'une des plus jeunes de toute l'Afrique et même... jeunes qualifiés. Exactement. Donc, il y a un véritable problème entre cette jeunesse et le fait que le pouvoir en place n'arrive pas à capitaliser sur ses talents. Qu'est-ce qui manque? C'est l'offre ou alors le La discours? prise de conscience. Qu'est-ce qui manque? Parce qu'on parle parfois des projets Les torts sont comment dire partagés. Ça, sont partagés. Oui. Nous avons un côté, un gouvernement qui est en déphasage avec les préoccupations et avec les réalités, bien sûr, tout à fait, avec les réalités des jeunes. Il faut là un dialogue non seulement intergénérationnel, mais également genré. Et vous avez également des jeunes qui se désintéressent volontairement de la chose politique, tout simplement qui sont amenés, orientés à être désintéressés. Bon, il y en a qui se laissent, comment dire... Non, je n'insulte pas les jeunes. Il y en a qui se laissent peut-être... il y en a peut-être qui se laissent désorienter, mais sinon... Pour la grande majorité qui sont conscients, ils ne trouvent pas véritablement encore leur intérêt à s'occuper des questions politiques, tout simplement parce que, voilà, ceux qui débattent, ceux qui doivent leur dire les choses concrètement, ne le font pas. Et surtout, n'utilisent pas le langage simple qu'ils devraient utiliser pour que ces jeunes puissent comprendre. Bravo. Nous avons des intellectuels qui vont utiliser des gros mots. Franchement, qui vont utiliser des gros mots que véritablement, même si un jeune peut-être il est en niveau licence, il ne capte pas tout de suite. Oui. Il faudrait véritablement un problème d'éducation, se mettre au niveau de la population qui est comme un jeune qui est à l'université est quand même déjà ouvert sur le monde et il a des connaissances qui lui permettent de saisir l'opportunité. On parle de la mine, on parle du pétrole, on parle de beaucoup de choses. Mais vous savez, il y a des jeunes qui se spécialisent dans différentes filières, forcément le jargon. Nous sommes au niveau du jargon. Le jargon qui peut être utilisé dans les grandes écoles d'ingénierie ne sont pas les mêmes qui sont par exemple utilisés en sociologie, en géographie, à l'université Yaoundé 1. Oui. C'est ce que je suis en train de dire. Les torts sont partagés. Il faudrait que les médias, vous êtes le 4e pouvoir, que vous puissiez mettre des thématiques qui véritablement enseignent, apprennent et qui parlent le même langage des jeunes et aux jeunes. Vous voyez par exemple pendant cette élection, quand on était à TikTok, la politique a été passée en dérision par ces mêmes jeunes parce qu'ils ont juste vu le côté ludique entre guillemets, notamment des chants de ces dames du RDPC qui disaient elles s'envolaient pour aller voter pour le bien, etc. Et là encore, ça souligne même encore le problème même mettre de côté, invisibiliser les femmes, on va dire ça comme ça là. Et les réduire à leur simple rôle symbolique de mobilisation, exactement, de mobilisation, et voilà. Donc, tout ça pour dire quoi? Si on veut qu'il y ait une alchimie, si on veut que les gens soient sur la même longueur d'onde, il faudrait que les efforts soient faits des deux côtés. Mais beaucoup plus du côté du gouvernement, parce que ce sont eux qui ont tous les leviers pour pouvoir assurer cette symbiose entre gouvernants et gouvernés, notamment auprès des jeunes et des femmes. Merci. Jean-Dieu Vouna, alors la problématique jeune interpelle et on a l'impression d'assister à un dialogue de sourds, mais pourtant, potentiellement, le Cameroun a une population jeune, le Cameroun a un potentiel... on a évoqué celui minier, hydroélectrique, financier. Pourquoi ça coince? Pourquoi on a de la peine à matérialiser toutes les orientations stratégiques qui sont celles du nouveau président? On a eu parfois les 100 milliards pour les jeunes. On ne peut même pas savoir aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Pourquoi il y a cette dichotomie entre le discours et surtout la réalisation sur le terrain? Parce qu'il y a un manque d'innovation. Oui. Au niveau de la gouvernance. Anticipation rationnelle. D'anticipation. Il y a une planification, mais qui n'est pas une planification anticipative. Il y a cela. Vous voyez, quand le doyen Bikoro convoque le changement de système éducatif, est-ce qu'on peut reprocher à un ancien ministre qui a démissionné, qui a fait, je crois, 7 ans, voire plus, au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Sans créer un emploi. Sans créer d'emploi. Est-ce qu'on peut... C'est son rôle? Non, attendez, je suis en train d'aller quelque part. Si on lui reproche, écoutez un peu, elle a parlé de responsabilité partagée. Si on lui reproche de ne pas avoir pu créer ni former... c'est le système qui fait ça. Système. Que diriez-vous d'un ministère de l'enseignement supérieur qui est là peut-être depuis 2 décennies et qui n'a pas pu
professionnalisé pour produire les ingénieurs dont il parle. Oui. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il sera capable? Il y a quand même le LMD qui a été implémenté en 2007. Je rebondis là où... Là, l'élection est finie, il n'y a plus de campagne. Je rebondis là où le... On revient à la réalité. Il parlait des ingénieurs. C'est pour ça que j'ai parlé d'innovation. Quand j'ai parlé j'ai parlé d'innovation. C'est-à-dire quoi? Il faut couper des branches pour faire fleurir, pousser d'autres... Bravo. Là, je retrouve la société civile. Clair. Il faut couper des branches pour que d'autres branches puissent pousser. Si on ne coupe pas, s'il n'y a pas une coupe drastique, alors, qu'est-ce qu'on met par coup? Un remaniement ministériel? Un remaniement, un changement. Il n'y a pas seulement un remaniement. Tu viens de donner la solution ministériel. Il faut une révision de la gouvernance en profondeur. C'est-à-dire, on ne peut pas nommer simplement les gens avec la même gouvernance. Il faut savoir que si telle chose n'a pas marché durant les 14 dernières années, elle ne peut pas produire pendant les 7 prochaines années. Il faut revoir la gouvernance en profondeur, doyen. C'est-à-dire quoi? Est-ce que vous savez que si la gouvernance n'est pas bien planifiée, on peut avoir des ministres qui ont la volonté, qui sont des technocrates, mais qui ne parviennent pas à réaliser des projets? Ils sont certainement là en train de dire, mais si je ne parle, alors que j'ai voulu faire ci, j'ai voulu faire ça, mais si l'appareil... Non, ça c'est hypocrite. La méga structure gouvernementale... C'est hypocrite. Non, doyen, permettez à vous... Si la méga structure de la gouvernance est grippée, n'est pas capable d'innover, de se réinventer. Le ministre peut avoir des compétences, des qualités managériales, mais être incapable d'impulser la vision dont il voudrait bien impulser. Il est donc question ici, non seulement de parler d'un gouvernement, je veux dire d'un nouveau gouvernement. Oui. La question que je pose, vraiment, est-ce que vous pensez que en 7 ans, on pourrait changer une gouvernance qu'on a implémentée en 43 ans? Il est possible. Pourquoi? Parce que les technologies vont très rapidement. Oui. La jeunesse, elle est là. La technologie, elle est là. Vous voyez, on peut concevoir, on peut vite changer une gouvernance parce qu'on va intégrer des technologies modernes. C'est-à-dire dans la manière de fonctionner. Pas les acteurs, mais les technologies modernes. D'abord, j'ai parlé de la macrostructure. Il faut intégrer des technologies nouvelles. On ne peut pas parler d'innovation sans intégrer les nouvelles technologies. C'est-à-dire des jeunes qui peuvent apporter un souffle nouveau avec ces nouvelles technologies. Ça pourra permettre à ce que là où ça grippe, qu'on soit capable de faire la coupe et d'intégrer des nouveaux mécanismes qui permettront à ce que ceux qui seront au niveau managérial puissent avoir des secteurs qui marchent, des coups faciles pour impulser leur... Oui, il y a des secteurs qui marchent. Mais l'éducation de base marche dans ce c'est pays. pour ça que je dis que là où ça ne va pas, qu'on coupe. Là où ça grippe depuis 20 ans, qu'on coupe. Depuis 25 ans, qu'on coupe. Vous n'allez pas vous faire des amis lorsqu'il va falloir indiquer là où ça ne marche pas. Je n'indique personne. Non. Mais ce n'est pas indiqué. Écoutez, je n'ai pas indiqué. Je dis tout simplement que ceux qui nous gouvernent comprennent que un arbre, même le cacao, quand j'ai vu mon père faire le cacao, il n'y a pas de saison cacaoyère. S'il n'y a pas une coupe de ces... là, on l'a compris. C'est ça l'entrée. S'il n'y a pas une coupe de ces mauvaises branches et de cette autre pousse qui viennent, ces semences qui viennent pousser au niveau des branches. S'il n'y a pas cette coupe, même si le cacao a bien produit, il va finir par pourrir. Il est question ici de se réinventer, d'innover, d'opérer des coupes en interne pour que nous puissions voir l'émergence de... Et surtout ne pas introduire les noms RDPC dans le gouvernement. Pourquoi pas? On est fatigué. C'est le peuple camerounais. Le temps pour le dire. Et donc le chef a eu lieu, c'est le RDPC. Merci. S'il Somba, je me tourne vers vous. Là, il est question de construire justement le Cameroun nouveau. L'appareil est là. Le président Paul Biya a son logiciel qui irrigue et dirige sa pensée et son action depuis pratiquement 40 ans. Est-ce que, justement, on peut faire des choses nouvelles, on peut innover, comme le propose la société civile, avec justement ces acteurs qui l'accompagnent depuis le début? Est-ce que le changement qui est tant voulu ici et là
peut être fait avec justement cette classe politique, ces acteurs, cet appareil gouvernant qui pour certains paraît pour le moins un peu dépassé. Sclérosé. Tout ce que j'ai cité en termes infrastructurels a été fait par ceux qui sont là. L'offre programmatique du président Paul Biya a été montée avec l'équipe qui est là. Il faut juste la suivre. L'Occident a impacté le monde avec la révolution des Lumières. Ce n'étaient pas des ingénieurs, c'était des philosophes, c'était des poètes. Donc vous connaissez les noms, les paroles, Jacques Prévert et autres. La Chine a intégré le monde aujourd'hui avec ses instituts Confucius. Oui. Au point où on enseigne sa langue dans certains pays africains. Ne négligez jamais le soft power dans la construction de la puissance d'une nation. Et ne venez pas sur un plateau aussi sérieux que Ouro Africa. Vraiment, je vais le dire avec la cruauté, la cruauté qui me caractérise, sans faire des recherches. Quand vous parlez de l'enseignement supérieur, vous avez vu ce que l'Université de Yaoundé 1 fait. J'ai suivi ce documentaire ce matin à PSCTV. C'est grandiose en termes de professionnalisation des enseignements. On enseigne la robotique. Des jeunes Camerounais fabriquent des robots ici à l'Université de Yaoundé 1. Le même documentaire m'a montré l'Université de Bertois, qui n'est constituée que de grandes écoles professionnelles. Hôtellerie, menuiserie, les métiers du bois, les métiers de tel. J'ai dit Université de Bertois, qui vient d'être créée. Ce n'est que les grandes écoles de technologie. Le Minuresi a fait la proposition, qui a certainement déjà été validée par le chef de l'État, de créer ce qu'on appelle, le Minuresi, c'est le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Elle a fait la proposition, pas elle, il, le ministère, de création de l'Institut des sciences du futur, où on étudie les questions d'intelligence artificielle et autres. Ce sont des faits. Ne donnons pas l'impression qu'à l'occasion d'une élection, on doit effacer tout ce qui a déjà été construit pour recommencer à zéro. Quand vous parlez de la politique jeune, voyez les projets par lesquels le MINJEC soutient la jeunesse. Voyez ce que le ministère de la promotion de l'artisanat et de l'économie sociale, MINPESA, son nom est un peu long, fait en termes de soutien aux jeunes. Des incubateurs économiques. Dans quel pays? Ici au Cameroun, Okay. à Aïdéa, on vient de soutenir des jeunes. Rien que à Aïdéa, ça fait je crois 6 mois à hauteur de 2 milliards. Ça, dans le cadre des start-up, des jeunes. On vient de créer Polytechnique des ECA. Ici. Oui, non, ce n'est pas une question. Non, on crée par quoi? On commence par quoi? Sans bâtiment, on crée. On commence par quoi? Sans bâtiment, on commence par quoi? Le décret crée et on alloue des bâtiments. On allait inaugurer quoi? On alloue les ECA où il n'y a pas de bâtiment. Comment ça, il n'y a pas de bâtiment? On est donc allé inaugurer quoi? Donc le Premier ministre a allé inaugurer quelque chose, il n'y a pas les bâtiments. Mais qu'est-ce que vous dites? Non, le Premier ministre a allé poser. Vous parlez des jeunes qu'on ne soutient pas. C'est la première pierre, non? Non, il y a... Parce qu'il n'y a aucun bâtiment. Non. Qui peut accueillir l'université. Ouais, bon Dieu. Ça doit être la première pierre. Ça doit être la première pierre. C'était pas la première pierre. Alors l'essentiel. Le bâtiment Polytech est une allocation d'un ancien bâtiment d'une école. C'est par là qu'on commence. Ça veut dire que les coûts, à l'heure actuelle, les coûts vont démarrer là-bas. À l'école publique des Le Premier ministre allait poser la première pierre de la construction de l'usine, la première usine pharmaceutique d'Afrique centrale, à Oudja. C'est un jeune qui a moins de 35 ans, de confiance Gris, qui est porteur du projet avec un partenariat avec les Chinois. Il a bénéficié de l'accord du soutien du chef de l'État pour donner la contrepartie financière. Donc, vraiment, il y a des choses qu'il faut dire aux Camerounais. Il faut dire aux Camerounais que pendant que les richesses du Cameroun ont septuplé, la population du Cameroun a quintuplé. Si vous ne dites pas ça aux Camerounais, vous biaisez l'analyse. Et vous mettez à juger les gouvernants. Oh, manque d'initiative, manque d'anticipation. Mais bon Dieu, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, je suis d'accord. Les gouvernants sont à la hauteur. La gouvernance suit les résultats. Je n'ai pas qualité à apprécier. Mais vous avez un avis citoyen. Je n'ai pas qualité à apprécier. Je n'ai pas qualité à apprécier sur un plateau de télévision en gouvernant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on gouverne,
on a en face de nous des réalités parfois que le commun des Camerounais ne comprend pas. Et c'est pour ça que je vous ai toujours dit en off que si moi j'avais un grief à faire au président de la République, son Excellence Paul Biya, c'est le déficit de communication sur les difficultés. Parce que parfois ils ont des difficultés qu'ils rencontrent, mais le peuple n'est pas sachant de ces difficultés et du coup le peuple se retire. Il faut dire au peuple, voici ce qu'on voulait faire. Voici ce qui nous a empêché d'atteindre l'objectif et on a besoin de votre soutien. Il faut communiquer. Parce que lorsqu'ils se nuent dans un silence, alors qu'ils ont des difficultés, le peuple a l'impression qu'ils sont incompétents. Donc, le président va faire son casting. Parce que dans le gouvernement, il y a forcément des canards boiteux. Et c'est pour ça que je suis contre l'idée de votre fameuse idée de gouvernement d'union nationale. Pour moi, tu me rejoins. Pour moi, à l'orée, parce qu'il y a une donnée très importante dont il faut tenir en compte. Oui. C'est que les législatives, c'est 2026. Oui. À l'orée de ces élections, dans 2 mois, à l'orée de ces élections, il faut que chacun prouve ce un électrochoc. Et l'électrochoc, c'est quoi? Qu'on laisse des affaires de gouvernement d'union nationale. Le président de la République sait à l'heure actuelle qui est aveugle, qui n'est pas aveugle, qui politiquement est bon et qui, de façon technocratique, est bon. Le gouvernement à venir doit être un gouvernement de bons politiques qui vont lui permettre de gagner l'élection législative grâce à laquelle il va asseoir sa gouvernance. Parce que s'il n'a pas la majorité au Parlement, il ne pourra implémenter aucune réforme. Une dernière question. Oui. Vous excluez un gouvernement d'union nationale, mais... C'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée pour vous, mais que faites-vous de ces voix dissonantes et justement de ces divergences qui font croire que personne, ou alors certains, seraient exclus du gâteau national, puisqu'il est question aussi d'une redistribution des richesses en créant des élites là où il n'y en a pas. C'est cette manière de raisonner qui fait qu'on a beaucoup de canards boiteux. Il faut enlever cette manière de raisonner. Parce que lorsqu'on vous nomme, vous êtes ministre ou DG pour tout le Cameroun, s'il faut commencer à fonctionner en termes de redistribution des richesses et autres, vous savez, la coalition qui soutient le président de la République, c'est 48 partis politiques. S'il ne faut rien que récompenser les 48 partis politiques qui ont permis à Paul Biya de gagner, ils ont déjà raflé tout le gouvernement, qui n'a que 40 membres. Voyez-vous, la question aujourd'hui c'est, quel est le meilleur profil politique et technique? Parce qu'il y a une vérité. Vous trouvez normal que les Pygmées n'aient pas représenté un gouvernement? Vous trouvez normal que peut-être les Mundang ne soient pas représentés? C'est des exemples que je prends. Je peux y mettre tous les noms possibles. Vous trouvez que... que les gens de Montréal ne soient pas membres du gouvernement? Oui, chez le patriarche, qu'ils ne soient pas au gouvernement, alors qu'ils sont dans la République, qui est une république des exclus. Parce que c'est... Parfois, le discours qui est écouté, que nous, on n'est pas concerné par vos choses, puisque là-bas, à Yaoundé, vous ne nous avez rien donné. Voilà le discours qu'il faut impérativement déconstruire. Le discours qui voudrait que dès qu'on a un membre de sa localité, de son ethnie au gouvernement, ça suffit. Parce que parfois, ces membres, ces représentants de nos ethnies nous créent la disgrâce par leur incompétence. À l'heure actuelle, pour réconcilier la base qui semble coupée du sommet, il faut des hommes populaires, ça c'est sur le plan politique, oui, et des hommes hyper compétents qui vont faire que les projets qui sont en cours, au lieu d'être livrés dans 12 mois, soient livrés en 6 mois. Et les Camerounais de cet acabit, il y en a. Il y en a. C'est logique. Le Cameroun, c'est plus de 260 ethnies. S'il faut à tout prix que chaque ethnie soit là, alors qu'il n'y a que 17 000 fonctions de décision au Cameroun, pour 30 millions d'habitants, 17 000 fonctions de décision, on ne peut pas récompenser tout le monde. Mais il faut que ceux qui travaillent comprennent. Lorsque je suis ministre, quelque part ministre des Finances, je ne suis pas ministre des Mundang, je suis ministre du Cameroun. Je dois créer les opportunités. Le ministre de l'Emploi dont vous parlez tout à l'heure, le rôle du ministre de l'Emploi n'est pas de créer des emplois, oui, mais c'est de créer un environnement qui permettent aux chercheurs d'emploi d'en trouver et aux créateurs d'emploi d'en créer. Mais lorsque vous êtes ministre de l'Emploi et que vous écrivez aux investisseurs pour les dissuader d'investir dans 3 régions en raison de l'insécurité, qu'est-ce que vous avez fait? Vous sabotez la politique d'emploi de votre pays. Et c'est ça qu'il faut condamner aujourd'hui. Le président de la République a besoin de 2 catégories de personnel, loyaux sur le plan politique, populaire et hyper
très compétent sur le plan technocratique. Merci. Alors, docteur Nguéné, justement, on est là vers ce qui pourrait être le fil d'Ariane de ce nouveau mandat. Il faut des collaborateurs loyaux, il faut des collaborateurs compétents et peut-être aussi mettre en avant des aspects économiques qui parfois semblent être oubliés ou alors relégués au second plan lorsque l'on considère les orientations politiques. Première chose, il faut corriger les erreurs du passé. Le Cameroun nous a vanté un modèle économique, l'émergence économique. Ça a été mal pensé. 2035, c'est toujours possible? Il faut lire l'ouvrage que je viens de publier. C'est une catastrophe. Vous ne pouvez pas dire au chef de l'État que le Cameroun va être émergent en 25 ans, alors que le pays qui a été le plus tôt émergent l'a fait en 40 ans. Et ce pays était déjà assis sur le plan de la gouvernance. La Chine. Première erreur. Deuxième erreur. Vous ne pouvez pas penser un modèle d'émergence économique et vous nous montez ce modèle-là avec des variables démographiques faussées. On nous a pensé tout un modèle économique avec 22 millions d'habitants. Oui. Et c'est ce modèle-là que nous continuons à utiliser aujourd'hui. Mais on peut ajuster, docteur. Non, c'est important ce qu'il Ça n'a dit. pas été ajusté. C'est important. Le Ça n'a maire, pas c'est été qu'il a ajusté. 200 habitants, il fait 200 endroits où on va au WC. Il y a 800 habitants. Voilà. Il vous dit, il construit, Il fait je comment? continue. Il construit Non, une route, non, allez-y, il construit une route, il sait qu'il a 200 habitants. Il veut développer, par exemple, Même, les écoles, même la loisirs. problématique des ordures. les ordures et tout. Parce que les ordures Il y a 1 million de en gens zone qui arrivent la rurale nuit. partout. Pourquoi? Parce que la population... Isaac Ama dit qu'elle ne maîtrise pas le volume Par d'ordures exemple, produits par jour. Parce qu'il n'a pas de données. Timothée, la variable démographique a été Faussée. faussée. Et je rappelle que le nouveau recensement qui est en vue, Il est beaucoup plus agriculteur. Il est plus agricole. Hein. merci, qu'il soit sérieusement un recensement, qu'il soit un recensement sérieux. Parce que le chef de l'État a besoin de quoi? De deux variables. Des données. Oui. Les hommes, Et les le moyens. recensement de la population et à côté, les moyens. S'il ne connaît pas la variable besoins. démographique, Ça ne marche pas. il va prendre les moyens sur quelle base? Peut-être l'occasion de prévoir aussi, parce que C'est la ça. population du Cameroun croit à une C'est exponentielle. ça la perspective, c'est ça la 3,6%. perspective. Ce sont des C'est données pourquoi le immuables sous-titre- en sciences. C'est pourquoi le sous-titre de mon ouvrage, c'est l'analyse rétrospective et prospective Oui. par la théorie des rhinocéros blancs. En fait, c'est ça le problème. Troisième problème, quand vous montez une prospective économique, il faut tenir compte des chocs. L'erreur de ceux-là en 2008, c'est qu'ils n'ont pas modélisé les crises qui allaient arriver. Nulle part, la variable résiduelle n'existe. La preuve, Boko Haram, La crise léa est venue, économique. elle a bouffé le taux de croissance. La crise du Covid est arrivée, elle a bouffé le taux de croissance. Le nozo, la crise de Boko Haram est arrivée. Même si elle elle a est bouffé. femme. Les inondations. instabilités, les inondations et autres ont bouffé. On voit ça dans la modélisation. En réalité, il n'existe pas un modèle. Parce que quand vous regardez le DSE, quand vous regardez la SND Tran, il n'existe pas un modèle. En économie, ça s'appelle modèle économique. Vous le pensez, vous dites, il dépend de la population. Vous voulez nous faire comprendre que ceux qui ont écrit ce DSC, J'ai dit, étaient dans la navigation à vue. c'est un très bon modèle. Mais il a des erreurs. Ils étaient Et dans c'est- l'hyper-certitude. Et c'est ces erreurs que je vous Ils n'ont pas intégré ces menaces et d'aléas. intégrer toutes Les ces aléas. menaces. Et se dire que Ouais. dès que vous choisissez ce modèle, c'est un modèle de la théorie du Big Push, c'est connu. Le seul pays au monde qui l'a appliqué, c'est Singapour. Parce qu'il avait un régime militaire. Ouais. Ça veut dire si on n'a pas de régime militaire, il faudrait Non, que disons la autoritaire, gouvernance autoritaire, soit- autoritaire. il faut être autoritaire. Il n'y a Oui. pas de négociation. Ces gens qui font les fausses eaux, les fausses bières. Il faut Ils ne faire. peuvent pas faire en sorte qu'on atteigne Parce 2035. que Les faux quand vous CV. regardez certains Le peuple projets qui ont planté, Oui. en réalité, on va se rendre compte que la majorité de ces projets ont planté avec des retards. C'est-à-dire, vous allez voir l'autoroute Douala-Yaoundé. Oui. Quand vous partez regarder l'écart entre la période prévue et la période attendue aujourd'hui. L'argent n'est pas entré. L'argent n'est pas entré. Quand vous regardez tous les autres projets, Les camions font encore 8 heures de temps vous pour évaluez, arriver. il y a tout un ensemble de projets qui ont un retard Oui. dans l'écart de livraison. Et l'autre erreur, la dernière, je voudrais le rappeler vivement.
on ne pense pas le développement ou l'émergence économique d'un pays en comptant sur les financements extérieurs. Si vous comptez sur les financements extérieurs, lorsque les chocs exogènes arrivent, le modèle économique du Cameroun est en train de planter. Il faudrait que les stratèges en économie développent ce que j'appelle la nouvelle ingénierie financière pour lever les financements endogènes, pour que nous soyons libres et déconnectés, n'est-ce pas, de la volatilité des taux d'intérêt, parce que ces emprunts extérieurs plombent le modèle. Voilà les erreurs qu'il faut corriger dans la modélisation de l'émergence économique. Mais 2035, ce n'est plus possible. Ce sera peut-être possible en 2070. Aïe, aïe. Doyen Bikolo, 2035, 2070. Non, moi je vous ai dit... En 2 minutes, le temps est achevé. Bien sûr, je vous ai dit que l'élection pour le président de la République est terminée. Nous reprenons notre cours normal. On ne ment plus. Monsieur Biya a donné à ce pays un port qui lui permettait d'avoir des milliards chaque matin. Ah oui. La route Ebolo va aider à 83 km, fait perdre 4 heures de temps aux gens qui ont pris Douala. Tout à fait. Ne venons pas nous mentir. Tout à fait. Ne venons pas nous mentir, monsieur. C'est pour ça que le prochain gouvernement, il doit nous rassurer qu'il a compris les messages envoyés par les populations. Les populations aiment Paul Biya. Comme Paul Biya était dans sa tour, ils ont dit on t'envoie un petit message. Quand tu cherches ton thème, tu ne quittes pas le pouvoir, mais on te dit que tes représentants sont dangereux. On ne peut pas mettre des milliards et des milliards au port de Kribi. Port à l'eau profonde, pendant que Douala nous perd 4 à 5 milliards par jour pour draguer. On vous donne le bon port. Le gars fait 15 minutes pour sortir le conteneur au port de Kribi. J'ai dit 15 minutes. Doyen, si tu me permets, mais il fait 4 heures de temps pour faire 87 km. Ça fait que les opérateurs sont repartis sur Douala. La preuve que le DG du port de Douala a agrandi le parc de Douala. C'est des gens qui n'aiment pas Paul Biya, qui n'aiment pas le Cameroun. On a dit de faire le corridor Kribi-Bangui, Kribi-Tchad, en passant par le nord pour venir à Yaoundé. Vous faites des routes qui sont séparées comme ça. Il y a 45 km qui attendent depuis 8 ans. C'est un problème de connectivité du transport. Monsieur Biya doit nous rassurer que le message envoyé à la base a été bien compris. Et le premier message politique, c'est de nous revoir la composition des gens qui sont en sclérosité. Il ne parle plus parce que lui-même l'a dit en 2013 qu'ils sont des gens qui ne travaillent pas ensemble, manque de solidarité gouvernementale. C'est ça. Ils sont dans l'inertie. Ils sont sclérosés parce qu'ils sont là longtemps. Monsieur Biya doit enlever 50% des gens qui l'empêchent de travailler. Moi, je ne suis pas venu ici pour le faire encore. J'ai voté monsieur pour les 2000 l'énergie, pas pour recommencer ce qu'on a vécu de 2018 à 2025. Troisième chose, que les gens ne mentent pas Paul Biya. On ne draguera pour l'opposition qui nous empêche d'avancer. Des gens vont en Europe pour demander qu'on donne pour le financement au Cameroun. Et les gens vont parler pour dire papa, il faut qu'on donne 200 millions pour que le gars se calme. C'est terminé. La preuve que les gens qui ont toujours l'habitude de voter contre lui ont voté contre lui. Ça n'a pas empêché le Cameroun d'avancer. Je pense donc que l'élection est terminée. Ne faites plus le débat sur comment l'élection s'est passée et tout et tout. Revenons à la situation normale. Regardons ce qui empêche le Cameroun d'avancer. Ce qui a empêché Paul Biya d'être perçu comme quelqu'un qui veut laisser à son pays la démocratie et la prospérité. D'où vient-il que depuis 2020 que la prospérité devait entrer dans notre pays, que des gens aillent en connivence pernicieuse avec l'Occident pour venir nous empêcher d'avancer. Les guerres de Boko Haram, le nord-ouest, sud-ouest, c'est des connivences pernicieuses entre les Camerounais et les gens qui ne veulent pas qu'on avance. Maintenant qu'on s'en est rendu compte, Monsieur le Président de la République, libérez le Cameroun des gens qui vous empêchent d'avancer. Si vous n'avez pas les noms, dès demain matin, on vous donne les noms. S'il vous plaît, merci. Le temps est achevé, On va vous dire merci. Merci d'avoir suivi ce programme. On va vous dire merci justement d'avoir réagi nombreux par rapport à ce qui était dit sur ce programme. On se retrouve lundi prochain. Ce sera à 21h à Yaoundé, Cameroun. Ça sera toujours le même plaisir. Toujours pour parler des questions africaines. Toujours pour parler du développement de notre pays, le Cameroun. Bien le bonsoir. Nyama